merle a perdu ses ailes. Mon merle a perdu ses ailes. Tiens, tiens, tiens. Une aile, deux ailes, trois ailes, un dos, deux dos, trois dos, une fa, deux fa, trois fa, un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu sa queue. Ah, zut! Mon merle a perdu sa queue. Dommage! Une queue, deux queues, trois queues, une aile, deux ailes, trois ailes, un dos, deux dos, trois dos, une fa, deux fa, trois fa, un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu son ventre. Oh! Mon merle a perdu son ventre. Un vent, deux vents, trois vents, une queue, deux queues, trois queues, une aile, deux ailes, trois ailes, un dos, deux dos, trois dos, une fa, deux fa, trois fa, un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu ses ailes. Mon merle a perdu ses ailes. Tiens, tiens, tiens. Une aile, deux ailes, trois ailes, un dos, deux dos, trois dos, une fa, deux fa, trois fa, un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu sa queue. Ah, zut! Mon merle a perdu sa queue. Dommage! Une queue, deux queues, trois queues, une aile, deux ailes, trois ailes, un dos, deux dos, trois dos, une fa, deux fa, trois fa, un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu son ventre. Oh! Mon merle a perdu son ventre. Un vent, deux vents, trois vents, une queue, deux queues, trois queues, une aile, deux ailes, trois ailes, un dos, deux dos, trois dos, une fa, deux fa, trois fa, un coup, deux coups, trois coups, une tête, deux têtes, trois têtes, un œil, deux yeux, trois yeux, un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu ses ailes. Alors pourquoi je produis du cinéma expérimental? Alors moi je produis du cinéma d'abord et après les différences, qu'il s'agisse de documentaires, de fiction, d'animation, d'expérimental, c'est pas moi qui les mets en place. D'abord je produis des œuvres, je produis des histoires. Et le cinéma comme expérimental, comme les autres formes de cinéma, peut-être un peu moins l'animation, elles ont toutes coexisté au même moment, elles sont toutes apparues au même moment. Et à un moment, c'est le cinéma plus mainstream, plus cohérent dans sa narration qui a pris le dessus. Probablement parce que le cinéma, c'est un art industriel, donc il faut qu'il y ait une forme de rentabilité. Et donc il y a un frein sur l'expressivité. Enfin, l'abstraction de l'expressivité, je pense que le cinéma étant une industrie, il faut qu'il puisse être intelligible. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il est arrivé à un niveau d'intelligibilité très très bas de gamme, on va dire, et que les gens vont beaucoup moins au cinéma pour voir des œuvres complexes. Mais voilà, après, c'est d'abord un propos. Et après, ça prend la forme que ça doit prendre, soit du cinéma narratif, soit du cinéma expérimental. Et donc, si on doit définir après le cinéma, si on doit prendre la définition un peu du cinéma expérimental, je dirais que j'ai peu produit de cinéma expérimental, mais que chaque fois que je l'ai fait, c'est parce que c'était nécessaire, tant vis-à-vis de la personnalité de l'auteur que vis-à-vis du sujet, en essayant toujours de garder un sens et un jeu avec le spectateur. C'est que si l'auteur a besoin d'exprimer quelque chose et que le cinéma n'est pas un art du journal intime et donc réservé à soi-même, c'est qu'on a envie de s'adresser à quelqu'un ou à un groupe, à des spectateurs. Et donc il faut arriver à être en partie intelligible. Alors comment on produit du cinéma expérimental ? Moi, j'ai pas produit déjà de longs métrages expérimentaux, donc j'ai pas été dans une souffrance ultime
à essayer de trouver de l'argent très 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 difficilement à essayer de trouver de l'argent très difficilement pour une œuvre qui sera très très peu diffusée. Je me suis surtout servi de systèmes de financement existants déjà, notamment le principe de l'aide au programme du CNC, qui récompense d'abord les producteurs en leur donnant de l'argent suite au succès qu'ils ont pu avoir sur d'autres films, donc des films plus narratifs, pour redistribuer cet argent vers des cinématographies plus difficiles à financer. Parce que la difficulté du cinéma expérimental, on va dire qu'elle vient dès l'écriture du projet, dès la présentation du projet. Et c'est là où c'est important, d'une part, que l'auteur soit enthousiaste, cohérent dans son expérience, et qu'il la partage déjà avec le producteur pour que le producteur puisse la démultiplier. Et par exemple, si on prend les films de Boris Labbé, j'ai réussi à convaincre une télévision sur son travail, sur son premier film, Rhizome, parce que France Télévisions, France 2 avait confiance en Sacre Bleu aussi, au film précédent de Sacre Bleu, au succès qu'on a pu avoir sur les films précédents. Donc ça a été, pour le coup, comme sur beaucoup de films un peu décalés, où la narration est un peu difficile, c'est beaucoup plus là une question de confiance entre un producteur et un partenaire de financement pour tenter justement une expérience et voir si le producteur est capable de faire un succès dans un genre qui est assez difficile, qui n'est pas nécessairement successful. En l'occurrence, ça s'est bien passé. Donc France Télévisions a été content et moi j'ai été content de rendre content France Télévisions et d'avoir assez d'argent pour que le réalisateur puisse travailler dans des conditions correctes. Bulle de rêve, l'émission de Radio Libertaire consacrée au cinéma d'animation. Avec nous aujourd'hui dans le studio et derrière les micros, Alexis Huneau. Bonjour. Pascal Leduf. Bonjour. Nicolas Tisse. Bonjour. Et Anaïs Gauchot. Bonjour. On salue aussi Marie-Pauline Mollaret qui n'est pas parmi nous mais qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission et à qui nous devons l'interview de Ron Diens, donc producteur à Sacre Bleu que nous venons d'écouter en introduction. Juste avant, nous avons pu écouter un extrait de la musique du film Le Merle de Norman McLaren chanté par le trio lyrique. Nous démarrons avec cette émission un cycle consacré à la notion d'expérimental en animation et je tenais à passer cet extrait du Merle car il nous rappelle que l'expérimental est multiple et s'étend bien au-delà du cliché auquel il m'arrive parfois d'être confronté quand je dis que j'aime ce cinéma. Oui, pour moi, Le Merle est un film d'animation expérimentale, car il s'inscrit dans la carrière de son créateur, Norman McLaren, qui, au gré de ses films, n'a cessé de questionner les possibilités qu'offrait notamment l'animation pour transmettre des émotions. C'est un film expérimental accessible, et ce, même par le jeune public. Un film qui parle beaucoup à nos sens, un film qui joue, un film devant lequel je laisse souvent mon esprit vagabonder. Une des difficultés à laquelle nous allons nous confronter au cours des prochaines émissions sera la définition du mot expérimental. Au moment de les préparer, je me suis demandé les films que je regroupais pour ma part sous ce terme. Je ne suis pas arrivé à une définition convaincante, mais une de mes certitudes, c'est que tous les films que je regroupe sous cette appellation ont cette faculté, quand je les vois et les revois, de me plonger dans un état où mon esprit se met à penser de manière très libérée, allant et venant dans le film. Et Le Merle est le premier film qui m'a fait comprendre cela. Par sa grande accessibilité, il m'a appris à me laisser porter par la suite par des œuvres sans chercher absolument à y trouver du sens, à apprécier des sensations, à profiter des films d'une autre manière, un peu comme on apprécierait un morceau de musique instrumentale. Il m'a ouvert la porte à un cinéma que j'aime depuis passionnément, car c'est celui qui me surprend le plus, qui trouve toujours de nouveaux moyens de me faire avoir ce frisson grisant quand on apprécie avec force l'instant présent dans une salle de cinéma. Cette passion, j'ai la chance de la partager avec mes camarades de l'équipe de Bulle de Rêve et c'est ce qui nous a poussé à vous proposer ce cycle d'émissions sur l'expérimental que nous avons décidé de débuter avec des jeunes artistes qui créent de notre point de vue des films expérimentaux. Donc après, ce sera à eux de nous dire si ils se retrouvent sous ce terme. Et donc, je vous les présente autour de la table. Nous avons Joséphine Lévy, étudiante à l'MK. Bonjour. Bonjour.
Nous espérons avoir Zenzen Ran, qui est étudiante à l'ENSAD, et donc on espère qu'elle va arriver au studio. Nous avons Marin Martini, diplômé de l'ENSAD et étudiant au Fresnoy. Bonjour. Et Simon Féat, diplômé lui aussi de l'ENSAD. Bonjour. Et on souhaitait démarrer l'émission en vous posant à tous la question: est-ce qu'il y a des auteurs-autrices expérimentaux qui vous ont inspiré dans votre travail? Est-ce que Joséphine, tu veux commencer? Écoutez, oui, il y en a eu. Par exemple, Céline Devaux avec son travail en peinture animée. Caroline Leaf aussi, qui reprend un peu cette même technique sur pellicule. Aussi en vidéo, pareil que McLaughlin, je ne sais pas si j'écorche son nom, mais voilà. Et qui fait un travail assez intéressant de répétition, de photos. Et donc qui crée justement le mouvement avec ça. Donc voilà. Et la rencontre avec ces films, ça s'est passé comment pour toi? À travers mes études, déjà. Clairement, avant, moi, j'ai été élevée avec Disney. Donc, non, j'avais vraiment pas du tout la culture animation plus profonde et expérimentale là-dedans. Du coup, c'est à travers mes études, mes rencontres et mon intérêt plutôt là-dedans. Et voilà. Simon, toi, tu as fait un film qui s'appelle Passage, qui s'intéresse beaucoup à la notion du temps et du temps qui passe. C'est une notion qui est beaucoup explorée par des auteurs expérimentaux. Est-ce que il y en a qui t'ont inspiré sur Oui, j'ai pas une liste interminable d'auteurs expérimentaux parce que, si je devais citer ma plus grosse source d'inspiration en animation, c'est plein d'auteurs et d'animateurs japonais qui ont fait des trucs des fois tangents entre le mainstream et l'expérimental, le truc un peu bizarre. En fait, ce que j'aime bien, c'est surtout quand on sent un plaisir de dessiner ou de peindre ou de faire l'image, en fait, et une liberté. Du coup, du côté japonais, je pense à Masaaki Yuasa, qui a été une grosse inspiration pour moi, et qui, tout en faisant des longs métrages et des séries animées assez diffusables, je sais pas, à la télé ou au cinéma, a expérimenté tout un tas de choses. Après, pour vraiment me rapprocher de mon film en termes de référence, de mon film de diplôme, clairement, le jour où j'ai découvert le travail de Georges Schwitzgebel, c'était pas pareil. Parce que justement, il y avait un plaisir de l'image qui était au-delà de juste le fait de raconter une histoire, et qui était vraiment de l'ordre de la peinture pour moi. Je pense aussi à Ryan Larkin, qui a été une rencontre très très tôt et très très marquante pour moi, et qui est aussi quelqu'un qui, on a l'impression qu'il est à moitié en train de dessiner sur l'écran quand on regarde, et c'est ça qui fait plaisir, je trouve. Donc les auditeurs de Bulles de Rêve connaissent à peu près, mais on va juste redire un Georges Schwitzgebel. Quand même là, ça commence à bien faire. Si vous ne connaissez pas au bout des années d'émissions de Bulles de Rêve, je ne comprends pas Ryan Larkin. C'est un personnage qui est intéressant, parce que beaucoup, on l'a, il faut l'avouer, redécouvert au moment où Chris Landreth a fait son film Ryan. Et on a découvert notamment Walking, film incroyable, et ce qu'on a suivi, mais c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié. C'est intéressant quand tu parles de Masaaki Yuasa. Est-ce que tu penses, ou est-ce que toi tu réfléchis, est-ce qu'à un moment donné, et je suis désolé, peut-être Antoine, on avance un petit peu et on pourra la retenir, mais on arrête d'expérimenter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'a pas expérimenté à un moment donné, mais que finalement aujourd'hui tu ne trouves pas, il est moins dans l'expérimentation que ce qu'il a pu faire avec Mind Game ou bien avec sûr, ses oui, séries. Non, je parle de, en fait, il m'a marqué il y a 10 ans, mais c'est ça, d'accord, c'est les premiers. Ces derniers films, j'avoue que je les ai pas vraiment vus. Ce qui m'a intéressé, alors pour donner des noms, il y a Mind Game, il y a Tatami Galaxy, il y a Kaiba, je viens de re-regarder aujourd'hui, c'est vraiment formidable. Kemonozume, c'est des trucs de qualité diverse, mais en fait c'est toujours extrêmement libre et extrêmement joyeux en fait dans la manière de dessiner, et très varié.
tu dis, tu viens de re-regarder. Est-ce que, enfin là, alors pour l'émission, vous l'entendrez un petit peu après, on a interviewé Boris Labbé qui dit qu'il les films de Schwitzgebub, il les a carrément remontés et découpés pour comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que toi, t'as ce rapport-là aussi à des films, ou en tout cas tu les regardes pour les décortiquer ou comprendre Non, remonter un film, c'est un peu beaucoup pour moi. Non, je sais pas, regarder en boucle ou un truc que j'ai fait dans des grosses périodes de rush, parce que je l'ai pas encore cité, mais mon film de référence absolue, qui commence à être vieux, mais c'est Amer Béton. Et quand je rushais sur un film, je travaillais une demi-heure, 1 heure, puis après je me faisais une coupure, je me mettais 5-10 minutes d'Amer Béton, puis après je repartais sur mon travail. Ça me redonnait de l'énergie. C'est plutôt ma manière de me les approprier. Marin, toi, tu as des influences assez fortes de films, en tout cas dans ton fin d'études à l'ENSA de Template Message, il y a des références assez claires à des films d'animation. C'est quoi la place, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec ces films En fait, exactement comme Simon, je trouve que voir le plaisir au dessin du réalisateur, de la réalisatrice dans le film, c'est très très important. Communiquer ce plaisir du dessin et des images, et pas que ça devienne un truc froid et un peu fabriqué et calibré comme ça. Et dans le film dont tu parles, les références qui apparaissent sous forme de disons rotoscopie plus ou moins complète, plus ou moins déformée, sont des films qui ne sont pas expérimentaux, qui sont très burlesques, slapstick, etc. Notamment des films de Tex Avery, mais pas seulement. Et ces films-là sont très importants. Et par contre, sur les références en termes de cinéma d'animation ou de cinéma expérimental au sens large, il y a McLaren, dont on a entendu l'extrait du film du Merle en début d'émission. Il y a Len Lye aussi, dont je crois Boris parle dans son entretien. Et Schwitzgebel, dont Simon a parlé. Et il y a un cinéaste, alors il y en a des tas d'autres, mais il y en a un de l'ONF que peut-être on connaît moins, qui a travaillé beaucoup sur les formes géométriques, René Jaudoin, si je dis pas de bêtises. Et ça, en fait, c'est un cinéma où il n'y a que de la forme géométrique, donc si on veut, qui est abstrait. Et ça, là où ça me plaît, moi, c'est que cette espèce de tension ou de différence ou de fausse différence qu'il y a entre la figuration et l'abstraction en peinture, par exemple, cette question-là, on peut la reposer dans le cinéma d'animation avec le champ d'expérimentation posé par le mouvement et par le temps et par la durée, qui le rend encore plus riche, quoi. Et voilà, donc j'aime bien. Il y a un cinéma d'expérimentation, d'animation très pur comme celui de René Jaudoin qui me plaît, mais il y a un cinéma aussi très ludique et très absurde. Et pour citer un réalisateur contemporain, très contemporain, que m'a fait découvrir Alexis, qui est présent dans cette pièce, c'est Peter Millard. Et donc Peter Millard, c'est très important parce que c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, se moque de nous et ne se prend pas au sérieux. Et ça, et qui joue pas seulement avec l'animation, avec la plasticité de l'animation, mais aussi beaucoup avec le montage. Et ça, je pense que c'est un point, puisque les cinéastes expérimentaux sont souvent des gens qui jouent avec le montage, mais sur un mode a priori non narratif, ou en tout cas non linéaire. Et je pense que lui, c'est un très bon exemple de réutilisation intelligente et amusante et anarchiste de ce motif-là du montage, quoi. Et est-ce qu'on peut considérer que Chuck Jones, par exemple, par rapport... Alors, Tex Avery est aussi, mais Chuck Jones peut être un expérimentateur, l'acteur du cartoon. C'est une chose qui t'intéresse, ça, en fait, il y a un truc pour moi fondamental, c'est parce qu'on pourrait parler aussi de Winsor McCay, et ça, c'est pareil pour la bande dessinée. J'ai l'impression que le cinéma d'animation des débuts, pour ce que j'en connais, est beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus fou, beaucoup moins mimétique, naturaliste et en un sens académique que le cinéma qui va se figer un peu par la suite, quoi. Et donc ce cinéma slapstick burlesque de toute la première moitié du XXe siècle, quoi, ça inclut Tex Avery, mais évidemment Chuck Jones, qui sont les noms qu'on connaît le mieux, mais en fait c'est souvent des travaux d'équipe, si j'ai bien compris. Ce cinéma-là, il est plein de folie, il est plein d'absurde, il est plein de fantaisie, il est plein de déformation de l'image. Il n'y a pas simplement la plasticité du personnage, c'est aussi l'image. Et dans les films que j'ai fait ou que j'ai envie de faire, et dans les films que j'aime, il y a le personnage ou l'objet central du film, c'est l'image qui se déforme, quoi, plus qu'un personnage qui serait représenté par l'image. Donc il y a différents niveaux de représentation, mais c'est évident que les films de la Warner, de la MGM de cette époque-là, qui sont des films de grand divertissement, grand public, sont remplis d'expérimentation aussi à certains égards, quoi. Si je peux me permettre, Antoine. Merci. Non, juste parce qu'on n'a pas du tout posé, ça m'intéressait par rapport à Joséphine, de voir, tu parlais de Céline Devaux, qui... On peut pas, est-ce qu'on peut réellement, et ça serait une grande question, la mettre dans quelque chose d'expérimental? D'un seul coup, tu vas vers Caroline Leaf, qui est un peu plus expérimental, qui va tenter. Est-ce que toi, tu as eu cette... j'aime pas le mot évolution, mais en tout cas, cette réflexion de dire, tiens, c'est nouveau, c'est, comme tu dis, expérimental par rapport, évidemment, à Disney, et que d'un seul coup, tiens, Caroline Leaf, elle est encore plus expérimentale, et donc de rechercher à chaque fois derrière
Oui, un bien peu sûr. d'autres choses? Bah oui, je pense que c'est une liberté à prendre quand on grandit, et de la confiance aussi, de se dire que notre travail peut tendre vers quelque chose de plus expérimental et se détacher en fait, je pense, en tout cas comme je l'ai ressenti, d'un carcan hyper technique dans nos études et qui nous pousse toujours à aller vers quelque chose de hyper réaliste, etc. et qui nous bloque, je pense, dans la recherche de l'expérimentation en fait. Donc oui, je pense qu'en évoluant et en grandissant, clairement je me tends là-dedans. Moi, ça m'intéressait de savoir comment... Donc Joséphine, toi tu nous as parlé du fait que c'était un peu, que c'était progressif. Comment s'est passé vous le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic je veux faire du cinéma que je qualifie comme expérimental, ou c'est quelque chose qui est là, qui est arrivé comme ça? Marin, peut-être. Il y a un truc, on pourrait demander à Simon parce qu'on a été dans la même école tous les deux. C'est que ces écoles où on apprend l'animation, en tout cas celles qu'on a fréquentées, les Arts Déco de Paris, sont des écoles a priori au départ de design et ou de beaux-arts ou d'art plastique, et où le travail sur l'industrie culturelle, la narration, le divertissement, construire un récit efficace, etc., n'est absolument pas présent. Donc c'est vraiment une ambiance beaux-arts entre guillemets, quoi. Peut-être encore moins, un peu moins que les beaux-arts en l'occurrence, et donc ça veut dire que finalement nous on est par défaut, on est encouragé à faire des trucs qui peuvent s'inscrire dans un champ art plastique, et donc un champ beaucoup plus ouvert, beaucoup moins a priori narratif et standardisé, que sans évidemment aucune forme de mépris ou de séparation très nette entre les deux. Et du coup, par la force des choses, j'ai l'impression qu'on est dans nos exercices, dans ce qu'on rend, il y a quelque chose qui est a priori moins destiné à l'industrie. Donc ce qui peut faire que quand on se prend le réel en pleine figure, ça fait mal. Mais d'un autre côté, c'est ça qu'on apprend à aimer et à aimer faire, quoi. Oui, moi je me reconnais là-dedans. Des projets qui sont sortis de la section animation de l'ENSAD, on peut citer un projet de fontaine stroboscopique. Moi, partant de là, je trouve qu'on fait tous du mainstream. Mais autrement, pour parler de vraiment faire, se tourner délibérément vers l'animation expérimentale. Pour le coup, moi, c'est pas du tout quelque chose que je me suis dit. En fait, je me suis juste dit que j'allais faire quelque chose que j'étais capable. Et en fait, construire une histoire, c'est tellement difficile et important, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire à moitié. Du coup, j'ai simplement été vers ce que j'arrivais à faire, en fait. Et c'était chercher des images, des impressions et des sensations. C'est plutôt ça, mais je rêve du jour où j'arriverai à raconter une histoire vraiment claire et drôle, marrante, intéressante, subversive. C'est pas du tout quelque chose que je méprise, au contraire. Est-ce qu'on choisit, puisque avant de laisser Joséphine répondre, est-ce qu'on choisit d'abord une école comme l'ENSAD, parce que déjà avant, on a une petite inclinaison pour ce genre de cinéma quand même, et qu'on se dit tiens, je sais qu'il y a tel prof, tel ceci, tel étudiant ou étudiante qui est passé par là. Est-ce que déjà on choisit pour tous les deux qu'être... Moi, quand je suis rentré à l'ENSAD, j'aimais pas trop les films d'animation de l'ENSAD. Du coup, et maintenant, je voulais beaucoup plus, pas tous, mais j'ai appris beaucoup plus à m'ouvrir à ces trucs-là qui sont en fait non standardisés. Le passage par l'ENSAD, pour moi, ça a vraiment été arriver à apprécier des choses qui, pour moi, avant, étaient... je les jugeais un peu non conformes. J'étais quelqu'un de terrible, mais je préfère le dire. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Et je suis bien content maintenant de pouvoir apprécier des films que j'aurais pas forcément regardés il y a 7 ans. Oui, du coup, pour répondre à ta question, Alexis, sachant que les Arts Déco avaient plutôt la réputation de promouvoir une forme de cinéma d'animation expérimentale, ou au moins des techniques traditionnelles, ou un mélange de techniques, etc., je me sentais plus à ma place, où j'avais plus envie de ça, venant de l'école Estienne, où j'avais fait de l'illustration et de la bande dessinée, et où les enseignants étaient très ouverts dans un cadre qui est celui de l'histoire du livre, l'histoire de l'édition, etc., et du rapport texte-image, à des projets qui, ça c'est aussi un truc de prof, bien sûr, mais à des projets qui réfléchissent sur leur médium, qui sont réflexifs, etc. Et donc je me disais, aux Arts Déco, je pourrais sans doute travailler là-dessus, mais dans le champ de l'animation.
Voilà, donc c'était assez logique de ce point de vue-là et j'ai pas été déçu. Enfin, comme Simon, j'ai trouvé ma place dans ce truc-là, quoi, avec les avantages et les inconvénients que ça pose. On parlera évidemment de votre création un peu plus tard, mais je suis quand même très curieux aussi parce que, ok, c'est bien gentil l'Ensan, mais il y a plein de choses, beaucoup, inintéressantes et qui sont même dans cette idée de l'expérimental qui devient finalement le... Enfin, alors j'ai pas le terme d'un seul coup que j'en parle, mais qui devient presque ce qui se fait, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse de l'expérimental quand on est à l'ENSAD, et qui fait que des fois c'est des caricatures souvent finalement de ce que c'est l'expérimental. Je pense que je sais pas, mes camarades vont répondre, mais je pense que une école d'art, quelle que soit la discipline, produit des artistes, enfin des créateurs, des créatrices, etc. Et donc produit des œuvres de fin de diplôme et tout. Et donc a une part de standardisation. C'est vrai dans une école hyper académique classique de sculpture, c'est vrai dans une école de cinéma même expérimentale. Et donc il y a des grosses écoles très techniques qui sortent des films et qui se ressemblent et qui peuvent paraître un peu banales. Enfin voilà. Et il y a finalement les arts déco ayant cette réputation de films expérimentaux, etc. produit une certaine forme de banalité, mais dans un autre registre. Maintenant, je pense que toutes les écoles ont aussi leur moment de fulgurance et leur intérêt dans le champ qu'elles ont choisi, disons. Et oui, c'est vrai. Classicisme plutôt que banalité. J'aurais voulu dire quelque chose qui devient comme une espèce de classique de l'obligation de ça. Oui, bien sûr. C'est ça, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport au standard de l'école devient quelque chose de banal et qui se ressemble et qui est très homogène dans la production finale, quoi. Mais après, ça c'est un problème de programmation aussi. Si on voit les 10 films d'une même école, d'une même promo, on se dit tiens, ça se ressemble. Et si après on mélange avec des films d'une autre époque, d'un autre pays, etc., ça devient plus intéressant. Et Joséphine, toi, par rapport à ça, l'EMK, c'est pas nécessairement une école qui encourage à la production de films expérimentaux. Comment est-ce que tu trouves des repères, des aides, est-ce que tu as un retour Allez hop. Ouais, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Je pense que l'MK, ça rejoint un peu l'ENSAD là-dessus, où ça donne une certaine liberté, mais il faut aller quand même la chercher. C'est-à-dire que je trouve, en regardant ma promo et les promos au-dessus et en dessous, qu'il y a quand même une certaine mode, même là-dessus, d'expérimental qui se répète, etc. Mais justement, ça va pas forcément être dans l'expérimentation de son procédé, de son film, etc. Ça va être plus... par exemple, on parlait de mode tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup, en tout cas à l'MK, c'est the ugly is the beauty. C'est-à-dire que le dessin maternel, sans prétention ou quoi que ce soit, parce que je suis pas quelqu'un qui va justement glorifier un dessin léché ou quoi que ce soit. C'est juste que du coup, il y a une certaine répétition là-dessus, mais qui du coup, je trouve, ne donne pas forcément d'autres résultats dans des films. Et du coup, je me retrouvais assez seule là-dedans dans mon dans l'obtention de j'arrive plus à m'exprimer. Si en gros je veux faire du cinéma expérimental à l'MK, il va falloir que vraiment je m'adapte, que je prenne en main l'exercice qu'on vient de me donner et que je pars dans la salle d'à côté et que je le fasse de mon côté, quoi, et que je tienne ça avec les mains fermes, quoi. Et tu veux dire que même dans l'expérimental, il peut y avoir des postures, et que finalement, évidemment, on peut avoir des gens qui sont sur des postures et non pas sur un geste dans la finalité, mais juste... Clairement. Ouais, bien sûr. Je trouve qu'il y a ça, toi... Après, c'est pas forcément les mêmes envies de base en fait qui vont forcément nous mener vers ça. C'est vrai que moi, je vais plus aller vers l'expérimental parce que j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin parce que je vois un peu le cinéma d'animation comme un art total. Déjà, même dans sa définition, je trouve que déjà dans le cinéma d'animation, on y met de tout. On y met de l'architecture, de l'anatomie, du design produit, textile. En fait, ça regroupe tout on crée un monde, donc il y a forcément 10 000 métiers dedans. Et je trouve ça dommage de pas en faire des matières, de pas justement l'approprier à nos procédés là-dedans, en fait. Et c'est vrai que on n'est pas forcément nombreux à être attirés vers ça, quoi. On va faire une petite pause. On va passer le fichier numéro 3, donc qui est
Il fait comme moi, ça va. Ouais, je fais comme Alexis. Je passe le fichier il numéro mieux 3. Que moi, mais là, au moins, il fait ça pareil. Et voilà, je vais juste vous le présenter avant qu'on le lance. C'est une chronique de Marie-Pauline, donc, qui nous a fait l'interview de Ron Diens, parce qu'elle était à Clermont au festival du court-métrage la semaine dernière. Et elle nous a fait une chronique sur le festival. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la 42e édition du Festival de Clermont-Ferrand s'est achevée le week-end dernier. Si cette année ne s'est pas reproduit l'exploit des 2 années précédentes, qui avait vu couronner un film d'animation dans la catégorie reine de la compétition nationale, le cinéma d'animation a malgré tout fait parler de lui, avec des œuvres audacieuses et des expérimentations formelles qui tranchaient souvent avec le classicisme plus homogène des œuvres en prise de vue continue, surtout dans la compétition internationale. Étaient notamment sélectionnés des grands succès de 2019 comme L'Heure de l'ours d'Agnès Patron, Physique de la tristesse de Théodore Houchef ou encore Mouton, loup et tasse de thé de Marion Lacour, dont les productrices chez Ikifilm ont d'ailleurs reçu le prix Procirep du meilleur producteur de l'année. Côté palmarès, on retrouve notamment Mémorable de Bruno Collet en prix du public, Freeze Frame de Swetkin Verstegen en prix spécial du jury dans la catégorie Labo, Pulsion de Pedro Casavecchia en meilleur film d'animation et Genius Loci d'Adrien Mérigeau en mention spéciale du jury. Ce dernier est incontestablement l'une des grandes découvertes de cette édition. Auparavant passé par Angers, avant une première internationale à Berlin la semaine prochaine, ce premier film en solo d'Adrien Mérigeau est une œuvre enthousiasmante et foisonnante. On y suit Reine, le personnage principal, qui s'échappe de chez elle et s'enfonce dans le chaos urbain de la nuit, guidée par son écho. Cette quête nocturne nous entraîne dans une errance syncopée qui donne l'impression d'improvisation visuelle successive, tantôt dans une image très travaillée à laquelle se superposent des images à peine esquissées, comme des notes de musique, tantôt dans un cadre presque vide et épuré. La vitalité invisible du monde se matérialise ainsi dans un tourbillon mouvant de formes et de couleurs qui reflète les émotions volatiles de la jeune femme. La ville et ses habitants s'esquissent et se transforment ainsi sous nos yeux, au gré des pensées de Reine, à l'image de 3 harceleurs de rue qui se décomposent en tableaux cubistes avant de se muer en un minotaure qu'elle abandonne derrière des barreaux. Les allers et retours entre abstraction et dessins figuratifs sont également incessants, comme si le film hésitait entre 2 manières complémentaires de représenter la réalité dans sa dimension la plus foisonnante. Le résultat est assez époustouflant, à la fois d'une incroyable beauté visuelle et d'une grande force d'évocation, avec une séquence finale qui va crescendo dans l'expression des sentiments intimes les plus enfouis, qui trouve enfin la possibilité de s'extérioriser. L'autre grand coup de cœur du festival ne va pas à un film, mais à une exposition, celle qui se tient jusqu'au 29 mars au musée d'art Roger Quilliot de Clermont-Ferrand. Intitulée « Les mondes rêvés de Rosto », elle est consacrée au réalisateur néerlandais décédé il y a presque 1 an, auquel le Festival de Clermont rendait un hommage exceptionnel en présence de sa famille et de ses amis. En partenariat avec Autour de minuit, Les mondes rêvés de Rosto est ainsi une plongée immersive dans l'univers si personnel de l'artiste, à travers des accessoires utilisés sur les différents tournages, des pages de storyboard, des recherches préparatoires, ainsi que des affiches, des photos et des objets personnels. C'est également l'occasion de revoir les films de Rosto et d'écouter la musique de son groupe The Wakers. On est d'ailleurs ému de se retrouver face à face avec leurs mannequins taille réelle, portant les masques qui avaient été moulés sur les visages des membres du groupe pour le film Splinter Time en 2014. De quoi se replonger immédiatement dans l'ambiance singulière et hypnotique du cinéma de Rosto. Mais que ceux qui n'auront pas l'occasion de faire le déplacement se rassurent. L'exposition devrait ensuite tourner dans d'autres lieux et même s'enrichir d'éléments supplémentaires. On en profite pour rappeler l'actualité à venir en mars autour de l'œuvre de l'artiste. L'édition physique du roman graphique Mind by Gap, la sortie du vinyle So Far So Evil, et du double album digital Songs from My Gap, et surtout la sortie en salle le 4 mars prochain du programme The Wakers Tetralogy. Enfin, Nicolas Schmerkin d'Autour de minuit a confirmé que la suite du Monstre de Nyx, souhaitée par Rosto et intitulée Return to Nyx, serait réalisée par sa compagne Suzy Templeton, à découvrir à l'horizon 2023. Et donc, pour aller avec cette chronique, nous avons un morceau de The Wakers, donc, groupe de Rosto, du réalisateur Rosto, dont Marie-Pauline nous parlait. Le morceau s'appelle Splinter Time et a servi au film du même nom. It's that winter, bubbling up that gazing stare. Zip up and let's dance to
the sound of breaking glass and the splinters carried by the careless breeze are delivered with kamikaze pilot sneeze. Zip up and let's dance to the sound of breaking glass. No booze has the boot to shake up that cold ass. But my deeper meaning from an ugly looking glass, and cherished this grim peak as it was, then crashed this ugly mirror in a big heart-breaking blast. I idolized and fetished the splinters. All that glitters means I'm everywhere. One glittery splinter bubbled up that gazing stare. C'est toujours un plaisir de passer ces musiques de films dans Bulle de rêve. Ouais, juste pour repréciser, c'est peut-être aussi le fait, mais c'est toujours très émouvant d'entendre la musique de Rosto, d'entendre Rosto. Moi, je peux d'autant plus dire que je n'ai jamais été un grand fan de plein de films de Rosto. Il a toujours été un critique, mais comme on l'a dit, donc Rosto nous a quittés beaucoup trop jeunes, il avait à peine 50 ans, et avec un travail assez impressionnant qui est toujours incroyable à regarder. Quelqu'un qui, moi j'adore les gens qui font des choses avant même qu'on les nomme, c'est-à-dire qu'ils faisaient de l'hybridation avant même qu'on s'amuse à appeler des choses hybrides ou des choses comme ça, juste... Certains d'entre vous en avez parlé aujourd'hui, c'est juste faire du cinéma qu'on a envie de faire, de la création qu'on a envie de faire, et c'est pas forcément à vous de vous soucier, justement ce sera intéressant, on va le voir après, de savoir si on fait de l'expérimental, pas de l'expérimental, quoi que ce soit. Souvent il y a des critiques qui vont dire c'est impressionniste, expressionniste, des choses comme ça, et je crois que Rosto était quelqu'un d'exceptionnel pour ça, c'est que c'est quelqu'un qui crée
avec une espèce d'énergie absolument folle. Et surtout, et c'est peut-être ça qui est plus beau, parce qu'on se pose beaucoup la question en ce moment sur est-ce qu'il faut séparer la création du créateur, ce genre de choses. Ce qui était extraordinaire avec Rosto, c'est que c'était un être humain absolument incroyable et charmant. Il ressemblait au diable. Et donc il avait un grand noir, enfin tu t'habillais tout en noir, il avait un côté, une espèce de sourire comme ça, où on faisait il va me manger, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait dès qu'il vous parlait, c'était juste, moi j'ai de la chance d'entendre ce festival au Maroc, c'était une crème, mais vraiment une crème d'homme, et d'une gentillesse absolument incroyable, dans une vraie communication de son art, de son travail, et un rocker, on n'en a pas beaucoup en anime, donc c'est bien d'avoir des gens qui sont sur pure énergie, donc c'est absolument génial qu'on puisse avoir ça. Allez voir, je terminerai là-dessus, mais allez voir évidemment la tétralogie qui sort le 4 mars, si je dis pas de bêtises, foncez voir ça. Et ça va rester. Qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on pouvait dire, en tout cas ce que je pouvais dire en début d'émission, puisque il avait cette phrase pour introduire les séances de la tétralogie qui était ressentez-le avec vos tripes et pas avec votre tête. Voilà, je pense que... Donc faut enchaîner. Oui, moi, je voulais poser une question à Joséphine, parce que tu as dit pour arriver à faire de l'expérimental à MK, il faut presque prendre le sujet et se mettre dans une salle à côté et se séparer. Est-ce que il y a quand même, tu arrives à avoir des discussions avec des camarades étudiants autour de toi, ta pratique du cinéma, ou tu arrives à avoir des échanges qui sont un petit peu... où ça t'enrichit, ou est-ce que ce que tu fais, c'est que tu t'isoles et que tu essayes de créer dans ton monde à toi? Un peu des deux. Un peu des deux, parce que je pense que c'est nécessaire déjà de parler de tout ça avec ses camarades, et même si on n'est pas forcément du même avis, ça reste quand même très enrichissant. Mais par exemple, pour le dernier film que j'ai fait, du coup avec des radiographies humaines, c'est vrai que j'ai préféré tout de suite m'isoler et pas forcément en parler, parce que en fait je savais pas du tout ce que ça allait donner en fait. Donc je préférais garder ça pour moi, et puis même en fait aux peu de personnes où j'en parlais, étaient là genre c'est un peu étrange ton film, est-ce que ça va bien sortir, c'est un peu macabre, etc. Donc c'était plus pour me protéger que j'en parlais pas. Mais sinon dans la vie de tous les jours, oui, c'est très intéressant d'en parler autour de moi, d'avoir l'avis de tout le monde là-dessus. Et moi, ça m'intéressait de vous poser aussi la question à vous qui avez fait l'ENSAD, parce que pour le coup, effectivement, il y a a priori plus de personnes qui ont un rapport au cinéma qui est plus expérimental. Est-ce que vous échangez, est-ce qu'au sein de vos promos, vous échangiez avec vos camarades sur votre pratique, ou est-ce que, pareil, c'est quelque chose chacun dans son coin et on évite d'en parler le plus possible? Simon? Nous, ça a été très très important dans notre année. C'était spontané, mais on a fait une sorte d'armée de Dumbledore en fait, parce que on n'avait pas beaucoup de soutien ou d'idées vraiment pertinentes émanant des profs, et du coup, en fait, nous-mêmes, toutes les semaines pendant un certain temps, on s'est fait des réunions où on se faisait des comptes rendus de notre projet, là où il en était, de nos images, et on se disait ça, ce que tu as fait là, c'est vachement bien, tu devrais en faire plus, est-ce que tu connais telle référence, etc. J'ai peur de faire ça, est-ce que c'est une connerie? Non, vas-y, fais-le à fond, banane. Ce genre de choses nous ont, je pense, tous énormément aidés dans nos projets. Juste, pardon, avant que ça, c'est génial, parce que ça prouve bien des fois non, je vais pas dire que les écoles ne servent à rien, mais qu'il y a un peu mon motto du moment de dire à quel point les écoles des fois rassurent, mais finalement pas tant que ça, ou en tout cas laissent un petit peu. T'étais dans l'année quoi de Marie Le Solaire? Non, c'était pas. Non, toi t'étais avant. Toi t'avais qui dans ton année? Il y avait Bérénice Motet de Narbonne. Ouais. Si je liste tout le monde et qu'après non, c'est juste pour avoir les noms. C'est pour avoir les noms. C'est que là, par exemple. Les films qui étaient faits à côté, en plus, ont été des films qui étaient aussi des fois certains narratifs et avec des formes complètement différentes. Il y avait donc du volume, il y a eu de la peinture, il y avait des choses. Il y avait du volume, il y avait du tout numérique, il y avait du dessiné. Enfin, aucun film ne ressemblait au suivant, mais c'est toujours comme ça en même temps. Mais donc c'était vraiment, le partage des idées et pas que technique, mais là on est vraiment dans
tiens, j'aimerais bien avancer vers ça, etc. Et c'était vraiment ce mélange-là. Ouais. Mais par contre, sur ce que tu dis, les écoles ne servent à rien. Moi, j'ai été très critique vis-à-vis de l'ENSAD pendant assez longtemps, et notamment à cette période-là, parce que justement, je me disais quand même, c'est pas normal, on a des professeurs, il faudrait bien que, etc. Puis finalement, je me suis dit, bon, bah, les choses étant ce qu'elles étaient, c'est ce contexte-là exactement qui a permis qu'on se rassemble de cette manière-là et qu'on partage ces idées-là. Et en fait, le fait que effectivement, enfin moi j'étais assez déçu du peu d'encouragement et de soutien qu'on recevait des profs, et en même temps c'est ça qui a fait qu'on s'est débrouillé tout seul. Du coup, en fait, j'aurais pas du tout envie de changer quoi que ce soit dans cet équilibre-là. C'est très bien comme ça. Avant de laisser la part à Marin, je me fais l'avocat de mon propre diable et moi-même, je suis pas du tout en train de dire. Évidemment, des écoles qui sont. Ce que je trouve intéressant, c'est de pas, si l'école ne correspond pas complètement, c'est de prendre les choses en main, ce que vous avez fait. Si on s'entend très bien avec les profs, c'est très bien aussi. Il y a pas du tout, mais c'est d'un seul coup de se dire je suis aussi finalement responsable un peu de ce que je fais dans mon école et je me laisse pas complètement aller par rapport à ça. Donc je trouvais ça intéressant ce que vous avez fait, mais c'était pas qu'une charge que sur les écoles non plus. Pardon. Oui, non, pour répondre, il y a deux choses. Je pense, c'est vrai que les arts déco laissent cette espèce de liberté et qui à certains égards peut être vu comme pas une indifférence, mais une espèce de doute ou de silence ou quelque chose comme ça un peu troublant. Et en même temps, ça permet, comme dans la promo de Simon, de se retrouver et de partager les choses entre étudiants. Et puis aussi, dans la mesure où les arts déco, c'est une école qui enseigne beaucoup de métiers différents, de disciplines différentes, et qui encourage le plus possible, en tout cas du moins en théorie, la transversalité, multidisciplinaire, etc. Et je ne sais quoi. Le mélange des techniques et la traversée des différentes disciplines. Ça fait aussi qu'on partage des choses avec des gens qui font du graphisme, font de la sculpture, font de la vidéo, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est un des aspects très importants de créer ce climat propice d'écoles et d'écoles qui enseignent des choses différentes. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de comparer à l'MK qui, je pense, n'enseigne que l'animation, si je ne me trompe pas. Ça, et ça fait peut-être une différence qui fait que c'est peut-être plus professionnel en un sens, peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je rejoins Simon, même s'il n'y a pas eu cette armée de Dumbledore dans notre promo, par ailleurs, qui avait une très bonne ambiance, je précise, mais voilà. Mais c'est vrai que quand tu peux recevoir des conseils sur un film d'animation venant d'une étudiante en textile, par exemple, c'est pas... C'est des avis qui sont très libres, en fait, et qui sont assez peu empreints des clichés de l'animation qui peuvent exister. C'est là où... c'est dommage, mais c'est pas grave. On vous mettra le lien du travail de Zenzen, parce qu'il est assez fascinant par rapport à ça, de quelqu'un qui, elle-même toute seule fait la transversalité. Quand on regarde ses premiers travaux qu'elle fait en Chine jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de développement. C'était intéressant de voir justement quand elle va à Tourcoing, elle va aller faire les Beaux-Arts, ça change complètement son style. Elle est beaucoup plus engagée, même si elle l'est déjà avant, mais elle a un engagement notamment par rapport à ce qu'est l'affinité complètement frontale. Et c'est absolument passionnant de voir comment elle a travaillé, comment elle avance par rapport à ça. Et ça aurait été intéressant aussi d'avoir par rapport à cette idée de l'ENSAD et ce que l'ENSAD a pu peut-être aussi en rencontrant d'autres arts, on va dire, finalement lui apporter. Moi, je me pose la question, Marin, au Fresnois, est-ce que vous échangez ou pas ? Alors, le Fresnois, c'est un peu différent dans la mesure où c'est une école d'art contemporain, mais orientée cinéma. Le fondateur de l'école, Alain Fleischer, est photographe et cinéaste. Il a écrit sur le cinéma, etc. Et parmi les étudiants, ou les artistes étudiants, comme dit le Fresnois, qui sont intégrés à l'école, il y a des gens qui ont une pratique de sculpture, d'installation, de performance, qui n'a rien à voir avec le cinéma. D'autres qui font du cinéma en prise de vue continue, comme on dit nous, c'est-à-dire pas du tout d'animation, de fiction, de documentaire, ou un peu entre les deux, d'autres qui font de la vidéo d'art, et il y a quelques étudiants qui ont fait ou font de l'animation. Mais donc c'est un environnement avec beaucoup moins cette culture du dessin, malgré tout, qu'il y avait beaucoup en animation ou en image imprimée aux Arts Déco, par exemple. Et il y a de l'échange avec les étudiants, mais en tout cas moi, ce que ça m'apporte moi, en tant que quelqu'un qui vient de l'animation, c'est d'avoir des gens qui ont une culture qui n'est pas celle-là, qui est une culture de l'art contemporain, du documentaire, du cinéma ou de la photographie, qui étaient des choses qu'on m'a moins transmises ou vers lesquelles je suis allé un peu moins. Et donc, ça rejoint cette idée qu'il y a parfois du bon à être entouré de gens qui ne sont pas de notre discipline, qui ne sont pas de notre métier, entre guillemets, pour s'aérer un peu, même esthétiquement et conceptuellement, quoi. Oui, moi je vais poser la question à Joséphine. Je ne sais pas si c'est celle à laquelle Alexis pense, mais Angoulême, c'est un espace c'est une ville où il y a plein d'autres écoles, justement, qui sont... du jeu vidéo. Il y a les Beaux-Arts d'Angoulême qui
même maintenant, on formait beaucoup de réalisateurs de films d'animation, même si c'est pas forcément leur vocation d'origine. Donc, est-ce que toi, tu as des échanges avec ces écoles-là, avec les gens qui sont hors de l'école, qui peuvent t'ouvrir à d'autres choses? Oui, carrément, en fait, surtout depuis cette année, parce que l'année dernière, j'étais un peu justement que avec des gens de l'EMCA, etc. Et en fait, on a ce qu'on appelle l'association des étudiants du campus Image Angoulême, qui regroupe du coup les 12 écoles du pôle Image. Et cette année, je suis vice-présidente. Du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens de pas mal d'écoles, et c'était très enrichissant, même déjà humainement. Ça fait du bien un peu de sortir de l'EMCA et de ce train-train, parce que Angoulême, ça reste une très petite ville. On peut vite devenir fou là-dedans. Et non, c'est très agréable de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'avoir justement d'autres avis et d'autres parcours là-dessus, quoi. Le travail, je ne sais pas si tu l'as pas encore fait, le travail avec le Créadoc, vous l'avez fait? On en parlait avec Anaïs tout à l'heure, le Créadoc n'existe plus. D'accord, ok. voilà. Et non, après c'est plutôt bien, parce qu'au bout d'un moment, on est dans une routine qui devient un peu ennuyante. Et c'est l'école. C'est l'école qui n'existe plus. Je ne regardais plus les Oui. Faisons peut-être une minute de silence. Donc je vais m'excuser, je suis désolé pour les gens qui pourraient écouter le Créadoc. C'est pas que c'est bien que le Créadoc n'existe plus, excusez-moi. C'était pas ce que je voulais dire. Je fais 10 secondes de silence, comme ça au moins on pourra dire que j'étais jusqu'au bout. Non, c'était... Alors, donc tu l'as pas fait, mais est-ce que toi qui travailles sur des choses pour compléter, on va dire, pour aller dans le sens de la question d'Antoine, on parlera un peu plus de ton cinéma après, mais tu parles sur les radiographies, tu parles de corps, tu vas parler de choses comme ça. Est-ce que justement d'avoir des gens qui travaillent aussi différemment ça, encore une fois que ce soit au Beaux-Arts ou alors là donc plus de Créadoc, mais des choses comme ça peuvent t'intéresser, puis même si tu les as pas eu maintenant, est-ce que c'est des choses que tu vas rechercher par la suite, tu peux rechercher. En fait, même le partenariat avec le Créadoc aurait été très très intéressant, j'avoue qu'à une année près, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, il y a quand même ce workshop qui dure, juste intra-MK, le workshop documentaire. Donc ça reste intéressant, mais oui, c'est toujours... je pense qu'il faut se nourrir des autres, et il faut se nourrir d'autres parcours aussi, d'autres étudiants. Il faut se nourrir des autres. D'accord. C'est à prendre dans le contexte. À l'anthropophagie. Donc, voilà. À côté, le côté cannibale, t'as troublé. Juste au cas où, pour les gens qui connaissent pas, parce qu'on est pas être en circuit fermé, évidemment. Voilà, l'anthropophagie, c'est l'idée de manger finalement les idées des autres. Ce que font beaucoup d'étudiants et d'étudiantes sans s'en rendre compte, et après ils se rendent compte qu'ils ont mangé. Ça, c'est toi, c'est ta fausse. Bon, tu veux me lancer dans des trucs comme ça. Donc non, bien sûr, le Créadoc, en fait, c'était quelque chose qui était intéressant, puisque c'était une école qui faisait des documentaires, mais audio. Et donc qui était récupéré ensuite par les étudiants de l'EMK, qui devaient remonter avec des fois des choses très complexes entre les étudiants, mais ça permettait finalement d'avoir une création double, on va dire, et donc aussi une confrontation avec des gens qui faisaient, encore une fois, d'autres choses. J'ai une autre question par rapport à l'EMK, c'est est-ce que ça t'aide de savoir qu'avant il y a eu des auteurs expérimentaux à l'EMK? Enfin, est-ce que... ou pas du tout? Oui, ça aide, ça conforte dans l'idée de se dire oui, c'est une école qui peut me former à ça. Maintenant, je pense que dans chaque école, avec beaucoup de caractère, on peut s'affirmer et faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Mais même à l'EMK, qui se dit justement qui donne beaucoup de liberté et qui en donne vraiment, il faut quand même, moi personnellement, j'essaie de quand même m'affirmer dans ce que je propose et dans ce que je fais ailleurs, et les cours que je fais moins et que je remplace par d'autres, quoi. On va dire un peu ça comme ça. Et toi, Antoine? À la poudrière. C'est un peu facile, mais bon, je ne vais pas poser une expérience ça. Donc voilà, même si elle a sûrement des visions autres que balancer de camarades, mais on reste dans cette école-là. Toi, il y a peu de films expérimentaux quand t'es arrivé. Est-ce que tu t'es dit, de toute façon, c'est pas grave, je vais faire de la narration, c'est pas grave? Ou t'as tenté, parce que tu tentes quelque chose, ton film de fin d'études, Petite Mort, en tout cas, essaye quelque chose au niveau un peu de l'expérimental, quelque part. Moi, je pense que je suis arrivé à la poudrière en me disant que c'était dans le champ des possibles. Après, j'ai rapidement déchanté, mais je pense que je suis arrivé à la poudrière avec l'idée que l'expérimental, c'était quand même dans le champ des possibles, même à la poudrière, en me disant justement, avec la force de caractère qu'il faut, c'est une possibilité. Je pense que... Je pense qu'après, c'était aussi un choix par rapport à l'école, et de dire faire le choix de faire de l'expérimental à la poudrière, c'était aussi dire je ne prends rien ou quasi rien de ce que l'école m'offre. Donc
voilà, ça a posé des questions là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je suis sorti de l'ESAT avant avec la frustration de ne pas forcément avoir fait des projets que j'avais en tête expérimentaux et que je commence tout doucement à assouvir. Mais voilà, du coup, oui, il y a eu cette frustration à un moment. Alors, c'est là où c'est difficile, tu dois être la personne qui répond à l'interview normalement. Donc, je vais faire, c'est une question que tu voulais poser, mais que je trouve absolument intéressante. Et c'est toi qui l'as, donc je peux me permettre de la poser à ta place. Mais encore une fois, c'est ta question, c'était est-ce que d'un seul coup, quand on se lance, et d'ailleurs Anaïs peut nous répondre aussi, puisqu'elle se lance aussi un petit peu, après elle peut nous dire est-ce qu'elle fait d'expérimental ou pas, elle peut nous dire son choix. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand vous lancez dans quelque chose qui se considère plus comme, encore une fois, de l'expérimentation, est-ce qu'il y a une inquiétude? Je suppose que l'ENSAD, encore une fois, on est déjà dans entre guillemets un cocon comme ça. L'MK ferait savoir. Vous avez une inquiétude de se dire qu'est-ce que je vais faire, et tu nous en as parlé après, avec cette idée de cinéma expérimental, sachant que malheureusement, dans un monde qui n'est pas le monde qui donne le plus, entre guillemets, c'est pas une question d'argent, mais en tout cas qui finance ce cinéma-là forcément. Allez. Il y a une réponse à cette question qui peut être exister dans le champ non pas de la série, de la web-série, de la série télé ou du long métrage cinéma, mais celui de l'art contemporain, où il y a un travail vidéo depuis les années 60, enfin c'était du cinéma à l'époque, mais je veux dire où il y a des formes d'images animées qui sont non narratives et qui sont non standardisées en termes de format, etc. Mais bon, comme on est tous très jeunes, on n'a sûrement pas encore la réponse à cette question, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Et d'ailleurs, alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pose la question à mes camarades, mais justement, quand il a fallu faire un film de diplôme aux Arts Déco et qu'on avait grosso modo 1 an pour le faire, je me suis dit, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire et un truc que je pourrais certainement faire moins facilement à l'extérieur, parce que j'ai un cadre pour le faire, j'ai les moyens pour le faire, j'ai un peu d'argent pour le faire et j'ai le suivi de mes profs pour le faire, quoi. Et donc je me pose la question, est-ce que les films qu'on fait en fin d'études et les plus expérimentaux possibles qu'on fait, est-ce qu'on pourrait les faire avec autant de facilité à l'extérieur? Et je pense que non. Donc il faut en profiter aussi pour ça. Alors on va demander, il y en a 2 qui n'ont pas encore fait leur film de fin d'études en tout cas, donc je ne sais pas si elles pourront répondre. Mais toi déjà, Simon. C'est vrai que quand on rentre à l'ENSAD, les perspectives professionnelles, c'est pas forcément le truc qu'on a considéré le plus longtemps. Moi, en vrai, je voulais vraiment faire de l'animation, de travailler en studio et tout. C'est un peu, à force de parler avec des élèves que j'ai compris que ENSAD c'était plutôt négatif pour postuler à un studio, malheureusement, parce qu'en vrai il y a des gens qui feraient très bien, ou qui font très bien en studio, mais c'est pas aussi bien vu que de sortir d'une école professionnalisante. Pourquoi je dis ça? Parce que perspective professionnelle. Voilà. Du coup, au moment de faire le film de fin d'études, c'est plus exactement comme dit Marin. On a 1 an, on a tel cadre, tel contexte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en fait? Et je pense que, de façon générale, c'est pas une mauvaise idée de faire ce qu'on est capable de faire de mieux plutôt que d'essayer de se conformer à un modèle qui peut-être arrivera à nous faire trouver du travail plus tard, mais peut-être pas du tout. Enfin, au moins, quand on fait ce qui nous plaît, on est sûr que ça coche les cases, quoi. Mais, est-ce que c'est une question que vous vous posez, toutes les deux? Carrément. C'est une question que je me pose beaucoup. Forcément, surtout que je pense aussi on est une génération où on nous a beaucoup posé la question et plus tard tu veux faire quoi? Mais très tôt, très jeune, et c'est très angoissant. Et du coup, forcément, je pense que on se la pose forcément. Et maintenant, comment je l'apprivoise? Je pense que je me mets des œillères aussi, en me disant que de toute façon, c'est mes meilleures. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est un peu mes meilleures années de création où j'ai pas vraiment de cahier de charge ou quoi que ce soit. C'est juste moi et mon art, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est mes années où je peux vraiment me découvrir et voir ce que j'ai envie de faire là-dedans pour justement prendre une possible direction dans 2 ans en sortant de l'MK, quoi. Mais oui, ça reste quand même assez inquiétant de se dire comment est-ce que je peux vivre de ça, quoi. Mais toi, tu as cette envie, si c'est le possible, de faire ça en sortant. Ah ouais, carrément. Ouais. Avant de laisser répondre Anaïs, comme
on est stupide, et je suis un prof donc je sais qu'on est stupide de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, qui est une phrase évidemment stupide. Ne te dis pas c'est mes meilleures années de création. Et c'est pas pour pour faire de là en ce moment on est en direct, mais dites-vous il y a des choses absolument incroyables, Non, et justement les gens font des choses incroyables aussi en dehors des écoles. On a entendu Ron Jens, il y a même des fous furieux, des gens de prod, et heureusement qu'ils vous donnent de l'argent, et on entendra Boris Labbé tout à l'heure, ils vous donnent de l'argent, donc, au contraire. Merci à eux. Non, si on fait cette 3 émissions, je me permets de le dire, Antoine, c'est aussi, et Anaïs et Nicolas sont là, c'est aussi parce qu'on croit, et nous on aime en effet, en tout cas l'expérimental dans ce qui est large, et je pense qu'il mérite largement d'être beaucoup plus représenté dans les festivals, supprimer ce Off Limits à Annecy et le mettre dans la sélection officielle pour que l'expérimental soit justement au même niveau que tout le reste, et pas juste dire c'est un cinéma un peu particulier, on va le mettre dans un coin, c'est compliqué, etc. C'est des choses en tout cas qui nous pas. Donc pardon, et je laisse répondre Anaïs, mais c'était juste pour que tu te dises pas forcément c'est non mais je rebondis 2 secondes là-dessus, c'est pas non, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de guillemets avec mes mains, mais bon, on a la radio du coup on peut pas les voir, mais non, c'est plus parce que je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de mes camarades qui vont se stresser avec cette question de l'avenir, et du coup déjà en école vont justement se mettre des limites en fait dans leur création, et c'est pour ça que j'envisage ça comme maintenant je peux faire ce que je veux, il faut que j'y aille à fond pour qu'après je puisse vraiment, enfin un entonnoir en fait de ma création, plus dans cette optique là que je disais ça, voilà. En ce qui me concerne, j'avais pas l'impression de faire du cinéma expérimental avant qu'on mette ce mot-là sur mon travail, donc du coup c'est quelque chose de très récent. Et plus j'avance à l'ENSAD, et plus je fais des projets, notamment avec des gens d'autres secteurs, on en parlait il y a 2 minutes, de cette pluridisciplinarité qu'il y a à l'école. Et j'envisageais pas trop de travailler dans des studios du coup d'animation avant peut-être de produire un film. Et maintenant que je réfléchis à ce qui pourrait se passer en dehors de l'ENSAD, je me dis que ce qui m'attire le plus au final, c'est de travailler avec des gens qui ne font pas de cinéma d'animation, et justement de sortir de la salle de cinéma. Au final, ce que m'a apporté l'ENSAD, c'est ça. Donc je me projette pas du tout en tant que cinéaste expérimental, mais plutôt en tant que productrice, on va dire, d'images animées pour, je sais pas, le spectacle vivant ou l'art contemporain. Et à ce moment-là, c'est des pistes qui vont être développées en fait au fur et à mesure des projets. Moi, j'ai une question pour toi, Alexis. Parce que je me sens vraiment pas cinéma expert. Je peux aussi jouer à ça. Non, je me disais, toi, en tant que prof, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ces dernières années, est-ce que c'est nouveau, cette injonction à faire un film pour la sortie d'école pour travailler, ou Je vais essayer de faire court parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. C'est pour ça que d'ailleurs devenir prof devient moins intéressant qu'à une époque. C'est qu'en effet, je pense que j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes ici autour de la table derrière, on va dire, et je pense qu'en effet, qu'on pouvait... on aura peut-être pour pas parler de gens qui sont sur la table, Bastien Duprier qui vient comme toi du DMA, qui fait de l'expérimental, qui est pareil, est sorti du DMA en faisant des choses plus traditionnelles parce qu'il avait peur de pas forcément trouver du boulot, mais dont la vie a changé. Je dis grâce à mon cours, c'est pas moi, c'est parce qu'il a vu un Lenlai, évidemment quand on voit un Lenlai et qu'on se dit il y a des gens qui peuvent faire ça, et voilà, et qu'il a vu Lenlai et qu'il a vu Fischinger, il y a d'autres noms, et que c'était génial parce que d'un seul coup c'était juste waouh, je vais faire ce cinéma-là, et qu'aujourd'hui, Bastien Duprier, comme j'espère certains d'entre vous, il a fait 3 films, et sur un 4e, ces 3 films sont passés à Annecy, dans des gros festivals, on va dire, et qu'il est en train de créer un cinéma expérimental qui se nourrit de, justement, Lenlai, un peu de McLaren, un peu de Pierre Hébert, un peu de Steven Holochen, et d'un seul coup de mélanger énormément de choses. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui... Alors, j'espère que je me trompe, c'est de moins en moins possible. C'est-à-dire que d'un seul coup, toi en tant que prof, de pouvoir impressionner, dans le sens, faire une impression sur quelqu'un, d'un seul coup dire peut-être que toi tu peux peut-être aller vers l'expérimental, ou tu peux...
Et pourtant, Dieu sait si on court, quand je monte Peter Millard ou des gens comme ça, je fais... Ils gagnent de l'argent, ces gens-là. Ils gagnent pas énormément. Oui, ils seront jamais riches, mais sincèrement, si vous faites de l'expérimental, c'est plus, et on en reparlera notamment avec Marin, avec tout le monde, parler du médium, comment vous vous placez aujourd'hui aussi par rapport à ce médium qu'est l'animation. On le dit, hein, on en a déjà parlé dans l'émission dernière, l'art contemporain, on va passer une interview, un bout d'interview, on va tout ça. C'est un tel champ qui est énorme, et qu'en fait, il y a cette phrase que Kon Satoshi a dit, que Jérémy Clapin, j'ai entendu, a repris dans une interview. C'est le monde de l'animation qui met des barrières en fait au champ de l'animation. Et c'est même les gens des fois de l'animation eux-mêmes qui se disent ah ben non mais je fais pas vraiment de l'animation, je fais ceci ou je fais cela, alors qu'en fait ce serait tellement bien qu'on se dise juste l'animation c'est juste de l'image par image, et si on fait de la peinture, on fait des choses comme ça fait de l'animation, et nous ça nous arrangeait le nombre de l'animation, parce que plutôt que de se dire, et à juste titre je vais plutôt vers la campagne, on se dirait juste non je fais de l'animation, et qu'à l'intérieur de ça je multiplie mes champs de création, et que ça serait juste extraordinaire. Mais ça, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à avoir peut-être une école. L'ENSA le réussit de temps à autre, et ça c'est génial. Mais c'est vrai que malheureusement, si le Royal College of Art ou la Guédaille y arrive, on a quelques grosses écoles, la Cambre, on a quelques grosses écoles, mais c'est vrai qu'on a encore un boulot. Après, soyons clairs, tu le sais, c'est très compliqué de réfléchir sur une jeune génération, sur le stress que cette génération peut avoir. Moi, j'ai décidé, comme ça, vous savez tout en direct, de ne pas être papa, etc., parce que je ne voulais pas justement avoir à gérer le stress d'un autre coup d'enfant. Donc, je ne veux pas l'avoir, et je dis souvent à mes étudiants, moi, ce que je veux, c'est que dans 4-5 ans, quand je vous rencontre, vous ne me disiez pas, j'ai du boulot, je m'en fous que vous trouviez du boulot, ça ne m'intéresse pas, mais que vous me disiez, je fais ce que je veux, et je me fais plaisir, même si c'est super galère, je me fais plaisir à ça. Donc voilà, je pense qu'on a encore quelques profs à tenter de faire ça. Je pense que Nicolas Tisse leur montre plein de choses bizarres aussi à l'MK, et tente aussi de faire ça. On aurait pu demander à Nicolas, je suis prof depuis plus longtemps, je suis un peu plus vieux, mais on pourrait demander. Je pense que, encore une fois, je l'ai dit, on le redit, je sais pas, il y a vraiment aujourd'hui, et on fera une émission là-dessus, il y a des clans à prendre, il y a des décisions à prendre, et je pense que c'est pas grave, même s'il y a de l'angoisse de l'autre côté, il faut continuer à avoir ce même discours. Nicolas. Non, alors moi j'avais peut-être une question, sauf s'il y a d'autres... Voilà. Alors, comme dit Alexis, alors moi j'ai quand même une particularité aussi, c'est que c'est vrai que j'enseigne depuis moins longtemps dans une école d'animation que toi, et par contre très clairement j'ai revu la problématique avec une étudiante qui se demandait si elle devait expérimenter ou si elle devait faire quelque chose pour pouvoir trouver du travail après, avec la question qui était toujours très compliquée aussi à répondre cette année, parce que c'est quelque chose d'insoluble et ça va vraiment dépendre d'elle et de ce qu'elle veut vraiment faire et de comment elle se sent par rapport à ça, ce qui est toujours très très compliqué. Moi j'ai quand même moi c'est un peu différent, c'est-à-dire que je donne aussi plus de cours à l'université où les gens se posent moins cette question, ou alors en tout cas pas de la même manière, parce que eux ils ne veulent pas devenir animateurs. Au mieux, ils voudraient travailler dans la production d'animation. Et donc là, évidemment, en montrant ce qui existe, on peut leur montrer qu'il existe aussi des films un peu différents, un petit peu bizarres, qui ne soient pas que du Disney, du Pixar, du Ghibli, ou alors des grosses productions, et les entraîner un petit peu vers ce domaine-là, ce qui peut fonctionner aussi, et ce qui est assez intéressant. Par contre, au-delà de ça, moi j'avais vraiment une question, et alors, désolé, je vais changer peut-être un petit peu par rapport de point de vue. En fait, moi, ce qui m'interroge depuis le début de l'émission, et depuis l'interview de Ron Diens, qu'on entend depuis tout à l'heure. Alors, comme tu disais, Alexis, c'est une interview qui a été faite tard, étrangement, etc. Je l'ai pas dit en direct. Il y a quand même, non, mais c'est pas grave. En fait, il y a quand même deux éléments qui m'ont intrigué dans la manière dont il décrivait son travail, et qui ensuite faisaient écho un petit peu à la manière dont vous parlez. Et par rapport à une question que tu avais parlé, c'est que depuis le début, on a l'impression de prendre le mot expérimental comme étant donné, comme étant quelque chose dans soi, et qui est assez surprenant. Et je pense que c'est volontaire de ne pas poser la question non plus. Mais lui, par exemple, Ron Diens disait qu'il distinguait narratif et expérimental. Il disait que quelqu'un qui n'était pas expérimental était plus cohérent dans sa narration. Ce qui sont des phrases assez particulières. Toi, Merlin, tu disais... Je vais dire les prénoms, désolé. Marin, mais Merlin, c'est joli aussi. Désolé. Après Dumbledore, Merlin. Voilà. Donc, Marin, tu disais que tu distinguais expérimental et abstrait pratiquement par moment, et tu n'hésitais pas à dire que Tex Avery, c'était aussi de l'expérimental. Par contre, Alexis,
Chuck Jones, bon, c'est pareil. Non, j'abuse, je sais, c'est méchant. Mais Alexis, par contre, tout à l'heure, toi, tu avais l'air de dire aussi, tu faisais un peu la distinction expérimentale et narration, et tu demandais aussi à Joséphine que Céline Devaux n'était pas forcément expérimentale ou pas complètement expérimentale, et Caroline Leaf l'était davantage. Alors que Twin Sisters de Caroline Leaf, c'est un film qui est purement narratif, même s'il y a quelque chose d'expérimental derrière. Au final, la question que moi je me pose par rapport à ça, donc là j'arrive à la question. Désolé, hein, elle est un petit peu longue, j'avoue, et il y a encore d'autres choses à dire. D'autant plus que Anaïs disait aussi, donc avant d'arriver, qu'elle ne savait, enfin pas qu'elle ne savait pas, mais qu'en gros elle s'est dit qu'elle faisait du cinéma expérimental quand on lui met le mot dans la bouche. Ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est à partir de quand et à part comment et à où en fait commence finalement le champ de l'expérimental. À partir de quand est-ce qu'on fait du cinéma expérimental? Ce que je te propose, je vais prendre, excuse-moi, je vais couper et je vais prendre, alors que c'est normalement un truc, c'est parce que là il faut prendre ce truc. On va le faire dans la troisième partie, puisqu'en effet on voulait parler de leur processus de création, et à partir de comment ce processus de création, ils le considèrent comme expérimental ou pas comme expérimental. Donc en fait tu nous as introduit cette troisième partie, donc c'est super, c'est vachement bien. Mais merci pour ça. On commence à être un peu en retard, et juste très rapidement, ce qui est intéressant aussi, bien évidemment, et ma question, j'espère c'est bien de me le redire parce qu'elle était mal posée, c'était Céline Devaux, je parlais d'expérimentation, c'est que je parlais évidemment purement technique, et que d'un seul coup Caroline Leaf est plus expérimentale au niveau technique, et que bien sûr les deux, c'est pour ça que je l'avais pas fait, peut-être que là je jouais sur les gens qui connaissaient, sont de toute façon pour moi dans le champ du narratif les deux. C'est à la fois qu'on peut pas être dans le narratif en étant expérimentateur. Puisque c'est ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que justement, je considérais que Caroline Leaf était un peu plus dans l'expérimental que Céline Devaux, tout en étant toutes les deux dans la narration. Donc évidemment, elle peut. Et on va pas, parce que on va laisser là Antoine faire la chose, mais évidemment, on pourrait très bien parler d'un des auteurs les plus passionnants qu'on a aujourd'hui et qui est absolument dans la narration, qui est Nikita Diacour. Et Nikita Diacour, avec Glee, fait à la fois quelque chose d'incroyable au niveau de l'expérimentation et qui va beaucoup plus loin que notre ami sur lequel j'ai un petit peu de mal, j'avoue maintenant, David O'Reilly, merci. Il va encore plus loin dans la narration tout en restant complètement dans une expérimentation. Donc bien sûr, l'expérimental, je ne suis pas d'accord avec Ryan, est complètement dans cette idée de peut être narrative, et ça, c'est pour ça qu'on fait on va faire 2 ou 3 émissions autour pour plus creuser justement ça. Et avec par contre une dernière petite question aussi, au final, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des cinéastes à la poudrière qui sont quand même expérimentaux? Antoine n'a pas répondu. Antoine, on va devoir enchaîner, pardon. Oui, bien sûr. C'était une bonne introduction à la troisième partie, mais avant de passer à la troisième partie, on va vous passer un extrait d'interview de Boris Labbé. Juste avant de la lancer, donc c'est le fichier 4, et juste avant de la lancer, Boris est venu dans le cadre des rendez-vous Tout Anime au Forum des Images organisé par Isabelle Vanini. Ce sont des rendez-vous vraiment importants pour le cinéma d'animation, parce que voilà, c'est des auteurs de courts-métrages qui viennent parler pendant 2 heures de leur travail, et c'est des espaces extrêmement rares. On remercie Isabelle d'organiser ça au Forum des Images. Et nous l'avons interviewé à Miou, qui nous a gentiment prêté ses locaux pour l'occasion. Moi, je pense que oui, je suis cinéaste expérimental, mais ça dépend peut-être du point de vue, parce que pour certains, le cinéma expérimental, c'est un cinéma qui est non narratif. Donc moi, je raconte des histoires quand même dans la plupart de mes films. Donc déjà c'est un point, quoi. Est-ce que vraiment le cinéma expérimental, c'est non narratif? Si c'est le cas, du coup, je suis quand même plutôt non expérimental. Mais est-ce que le cinéma expérimental, c'est le fait de bidouiller des images et de chercher et de trouver des choses grâce au hasard, grâce à la recherche? Là, je pense que je suis dedans, dans le cinéma expérimental. Donc peut-être que moi, j'en sais rien en fait. J'aime bien cette question, mais si je devais me positionner, je dirais que oui, je suis cinéaste expérimental, mais qui raconte des histoires. Mais du coup, comment tu es venu à cette pratique? Est-ce que c'était justement en ayant ça en tête ou pas du tout? Moi, après, comme j'ai étudié aux Beaux-Arts, mon travail de cinéma et d'animation, ça vient peut-être de ma pratique plus art plastique, plus côté du conceptuel, de mon goût pour l'art vidéo. Et je pense que le cinéma est venu plus tard. En fait, moi, je n'étais pas forcément intéressé par le travail cinématographique, le montage, le rapport au dialogue ou au jeu d'acteur. Et donc
Mais est-ce que ça fait vraiment de moi une pratique expérimentale? Je sais pas. Moi, je travaille sur des paysages animés, sur des principes, commencer de boucles, de répétitions. C'est un vocabulaire que je développe qui a quand même une filiation avec l'histoire du cinéma expérimental. Je cite souvent Tango, je cite souvent McLaren. Donc oui, mais après, je pense j'ai l'impression qu'il y a un peu deux voix dans le cinéma expérimental, en tout cas classiquement. Peut-être on pourrait parler de la voix Len Lye et la voix McLaren en animation. Len Lye, ça serait plutôt le conceptuel, et McLaren, ça serait plutôt moi c'est comme ça que je le vois, plutôt le touche-à-tout ludique. Et moi, je serais peut-être plus... En fait, je suis un peu entre les deux, parce que parfois, je tire du côté mental et très... peut-être un peu froid et conceptuel. Et de l'autre côté, parfois, j'aime bien m'amuser avec mes images, et du coup, et j'aime bien aussi être assez généreux dans le travail visuel. Et donc, il y a ce côté-là qui tombe dans moi. Je suis un peu en ping-pong entre les deux. Et à la fois, par exemple, Len Lye a fait beaucoup de pubs, où il était obligé de raconter des choses, et beaucoup de ses films, finalement, il a expérimenté, aussi raconté, parce qu'il était dans l'obligation de raconter quelque chose. Donc, Il y a du jeu. Après, moi, je ne connais pas son travail plus commercial, mais c'est vrai qu'il a fait aussi des projets qui ressemblent presque à des vidéoclips. Aujourd'hui, si on les voit, c'est très dynamique, c'est incroyable. Donc, en fait, il y a aussi du jeu. Mais je pense que Len Lye, il était plus intéressé. Lui, son travail, celui qu'il considérait comme le plus intéressant, c'était le plus conceptuel, quoi, le plus formel, presque. Je pense que c'est ça, et qui l'intéressait le plus. Donc on aurait quoi? On aurait Origenesis qui est du Len Lye, et Rhizome qui est du McLaren? Ouais, je pense. Ça pourrait être ça. Pour rebondir dans une interview, c'était drôle parce que toujours cette volonté de finalement, et c'est intéressant en tant que créateur, parce que des fois les journalistes aiment bien séparer les deux, en effet, comme tu disais, narration dans une interview en positif. À la fin, Bernard Génin te dit est-ce qu'un jour vous allez faire du cinéma narratif? Je me rappelle cette question qui était assez... Et alors qu'en fait, t'en fais comme tu... J'en fais déjà, mais c'est vrai que c'est pas... Moi, je crée des micro-narrations qui sont à l'intérieur de l'image, ou des narrations qui sont complètement liquéfiées, presque, ou en tout cas étirées dans le temps. Ça pourrait se résumer en 2 phrases, en général, ma narration dans un film. Mais évidemment, je raconte toujours quelque chose. Il y a toujours un début, une fin, la plupart du temps. Sauf parfois, si je travaille sur de l'installation, où là, je fais plutôt dans un travail de processus. Même Origenesis, qui est très conceptuel, raconte quelque chose. Donc je pense pas que le fait de raconter une histoire, ou raconter, je sais pas si c'est pas vraiment raconter, mais en tout cas qu'il y ait un déroulé, ça peut quand même, je pense, rentrer dans le domaine de l'expérimental. Peut-être la différence, c'est qu'on est en train, quand on veut faire un film d'expérience comme ça, on est sur un processus au début où on recherche beaucoup, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on est vraiment expérimental, c'est-à-dire qu'on est dans une recherche presque fondamentale, où on n'est pas vraiment dans une obligation de résultat. Et du coup, moi, c'est ce que je fais souvent en début de projet, c'est que je cherche un peu partout, je m'étale, on va dire, et je gratte des idées que j'avais eues, je cherche des choses, et parfois je trouve plus ou moins. Des fois, je suis déçu par certains essais, je suis très content de certaines autres parce que je trouve des trucs. Et je pense que c'est là l'expérimental qui se joue. Et ensuite, grâce à ces expérimentations, disons, de pré-production, ça me permet d'imaginer un projet plus fini, avec une forme, avec une déroulée par exemple, ça me crée une histoire dans ma tête. Et là, peut-être que je tire plus vers quelque chose qui redevient un peu plus narratif, à partir de l'expérience. Bon, c'est ma manière de travailler, quoi. Voilà, donc c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant, l'interview complète. On la mettra en ligne un petit peu plus tard. Elle fait 1h40 et on a eu la chance d'avoir Boris pendant tout ce temps et qui nous parle de toute sa pratique. Donc on la mettra évidemment en ligne à un moment un petit peu plus tard. Et évidemment, comme toujours à Bulle de Rêve, le plus intéressant, c'est quand on coupe les micros. T'exagères. C'est aussi intéressant, on va dire. C'est très intéressant. Donc on a commencé à débattre justement sur cette notion d'expérimental, sur le mot et la définition. Juste écoutez, parce que je n'étais pas là, j'espère que tu l'as entendu, mais écoutez vraiment toute l'interview complète, 1h50, quand on la mettra en ligne. Boris Labbé, qui est, ça fait partie de ces auteurs vraiment, encore une fois, il y en a plein, passionnants et passionnantes qu'on a. Excuse-moi, vas-y.
Alors, ça va peut-être faire un petit peu redite, mais du coup, moi, dans la suite de ce que disait Nicolas, ça m'intéresse de savoir quel est votre rapport à ce mot-là, d'expérimental. Simon, c'est bête de commencer par moi. Moi, j'ai pas trop c'est pas trop, à part au moment du coup d'envoyer les films dans des festivals et où il faut cocher la case narratif, expérimental ou autre chose, et où là, j'ai jamais trop su la bonne réponse. En dehors de ça, je me suis vraiment jamais dit ah ouais, je vais faire un film expérimental et ce sera mon identité, etc. J'ai l'impression qu'il faut surtout faire les choses avec sincérité et après si au résultat le truc s'appelle un film expérimental, très bien, mais je veux dire, en tout cas c'est une question que j'ai l'impression qui est pas très importante au moment de la création. Après, au moment de la diffusion, c'est autre chose, mais je me sens pas expert là-dessus. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est peut-être davantage une catégorie pour les producteurs, les programmateurs, les diffuseurs, les gens qui s'occupent de faire circuler les images et de les présenter au public, qu'une catégorie vraiment qui a du sens pour celui ou celle qui fait le film, quoi. Et moi, j'ai quand même l'impression, ce que je disais là juste avant, c'est que souvent c'est une catégorie finalement négative, c'est-à-dire on peut considérer que l'expérimental c'est ce qui n'est pas narratif, ou que l'expérimental c'est ce qui n'est pas continu ou homogène du point de vue de l'image. Ça, on en a parlé un peu avec ton film Joséphine. Il y a vraiment ce truc de quand un film présente des images avec des matériaux différents, avec des techniques différentes, sans que ça soit justifié par la narration, par un effet, par un registre un peu métaphorique, poétique, ça peut d'une certaine manière être embarrassant pour le catégoriser, quoi. Et c'est vrai aussi pour la différence cinéma d'animation, cinéma en prise de vue continue ou cinéma général, quoi. C'est des étiquetages ou des définitions qui viennent après. Et justement, si on arrive à s'en émanciper avant, je pense qu'on peut faire des films plus intéressants, des films intéressants et expérimentaux a posteriori, quoi. Joséphine ? Oui, je pense que déjà la question se pose vraiment de la définition qu'on donne à ce mot-là et comment on l'interprète nous-mêmes, quoi. Parce que même je pense que l'expérimentation peut venir aussi même dans la narration, en fait, d'apporter un sujet sur la table et de l'expérimenter avec justement un visuel peut-être complètement à côté de la plaque. Je pense que voilà, je me répète, on se répète, mais je pense que c'est plus un étiquetage de quelque chose, un fourre-tout, quoi, pour du cinéma, en fait. Voilà. Alors, moi je réagis pas qu'en tant que prof, en tant que programmateur. Et ce qui est très rigolo, si on prend nos 3 invités. Allez, si notre 4e invité était là, évidemment, je l'aurais mis, elle, complètement dans l'expérimental, on va dire. Mais nos 3 invités, celui vers lequel j'irais plus sur l'expérimentation, c'est peut-être celui qui a travaillé sur plutôt des ressorts de comédie, des choses comme ça, qui est plutôt le film de Marin. Pour moi, Passage, et si je le mettais, si je devais faire une catégorie, ce que je ferais pas, évidemment, heureusement, expérimental, je le mettrais pas. C'est pour moi, je vous conseille de regarder, en effet, Passage, qui est plutôt... et c'est pour ça que ça va enchaîner sur comment vous créez les choses, scénario, storyboard, on va parler de ça après avec vous. Mais par exemple, justement, de Pandora, ça peut venir de là, mais Passage, au contraire, un film qui est complètement dans la contemplation de la beauté des choses. On est, si on pouvait dire, si ce plan était un peu plus long, on prendrait du Tarkovsky, si c'était un peu plus, ou des gens comme ça. Et moi, on serait pas. Et Tarkovsky, pour moi, pas le cinéma le plus expérimental au monde, loin de là. C'est quelqu'un qui, au contraire, travaille sur des narrations. Le film de Joséphine est un film qui nous parle, au contraire, de la complexité du corps, ou en tout cas d'un seul coup, avec cette petite danseuse, on ne sait pas si c'est elle ou pas, mais voilà. Puis la société de radio, on peut se poser plein de questions en se demandant, et au contraire, on se pose plein de questions, on ne se laisse pas du tout des fois aller en disant, est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la même personne, est-ce qu'elle a eu un accident, est-ce qu'elle a eu quelque chose, est-ce que d'un seul coup elle peut plus danser, et finalement, donc, on se pose des questions, et je dis souvent, moi ce que j'aime dans le cinéma expérimental, pas tous, c'est des fois de se laisser, comme tu disais toi au début, se laisser complètement aller. Alors Marin pourrait dire, là t'exagères parce que dans mon film on se laisse pas aller, et je vais le laisser répondre par rapport à ça, mais ce qu'il fait, c'est que, et on en reparlait, et peut-être qu'on peut commencer par toi, je trouve que tu expérimentes, ou en tout cas là, tu travailles sur le médium même qu'est l'animation, sur le mouvement, sur la réflexion, et ce qui fait que pour moi, là, on est plus dans l'expérimentation, non plus presque dans l'image, pour répondre aussi à Nicolas, mais plutôt dans le processus qu'est dans l'animation, et d'un seul coup, que tu interroges. Et donc, c'est là où l'expérimentation se fait. D'ailleurs, c'est parce que c'est l'expérimentation, ça pourrait être intéressant entre les deux mots, mais en tout cas, voilà. Oui, en fait, si on prend par exemple le cinéaste d'animation Paul Bush,
Je pense à son film Furniture Poetry qui date de 99, je crois, et qui commence par une phrase de Wittgenstein sur quand je tourne la tête, est-ce que la table qui était derrière moi est encore là, etc. Donc ça part d'un questionnement métaphysique, philosophique très général, et le film l'exemplifie ou le travaille avec un processus qui est de l'animation, qui est la substitution. On remplace une image sur deux, c'est une table différente, et donc d'un seul coup on a l'impression qu'une table clignote et qu'elle est deux tables à la fois, quoi. Et donc il y a une réflexion sur le médium animation, il y a une réflexion en même temps sur l'univers et sur la réalité, quoi. Et donc, partant d'un raisonnement un peu théorique, on en arrive à une forme qui est plutôt expérimentale, mais ça reste de l'animation et une forme, je veux dire, qui est accessible et compréhensible par n'importe quel public et par n'importe qui. Et en fait, c'est vrai que le film que j'ai fait, moi, c'était un film dans lequel je voulais réfléchir sur les images, et pas simplement le cinéma d'animation, mais les images au sens très large, et même sur la notion de dessin à travers l'histoire, quoi. Alors c'est un peu ambitieux comme programme, mais disons que ça passait par un plaisir des formes qui naissent, qui meurent, et qui justement ne sont pas contenues dans une narration qui les obligerait à être homogènes, tenues et continues du début à la fin du film, quoi. Et donc, voilà, je pense que selon le projet qu'on a, on peut créer les conditions d'une forme de liberté ou de laisser aller au sein de son propre film. Maintenant, si simplement on appelle expérimental un film dans lequel il y a une technique qui implique de l'accident, c'est un peu un abus de langage, parce qu'enfin, il y a des tas de techniques qui créent des matériaux un peu hétérogènes, un peu vibrants, etc., et qui pour autant ne sont pas expérimentaux dans leur principe, quoi. Moi, je trouve ça très intéressant et du coup, je veux bien te poser la question, Simon. Mais non, mais simplement, est-ce que un film peut pas aussi juste être expérimental par son processus et pas nécessairement paraître à la fin, pas nécessairement provoquer des interrogations, mais par exemple, Simon, toi, dans ton processus de création, c'est pas forcément un processus de création de film classique. Oui, en fait. Pardon, c'est vrai, ça me faisait penser à ça, ce que disait Marin. En fait, et puis le fait d'entendre les mots scénario et storyboard, je me disais, en fait, il y a différents chemins qui peuvent mener à un film. Et une définition acceptable ou étudiable de expérimental, ça pourrait être un film qui ne passe pas par les étapes de scénario, storyboard, animatique, rough et clean. Peut-être que ça pourrait être ça. Moi, dans le film, je me suis basé sur. Je sais pas. C'est le moment où on raconte comment on fait des films. Dans le film Passage, la méthode que je me suis retrouvé à employer, je m'y attendais pas, mais j'arrivais pas à faire autrement. C'était de procéder un peu par tableau successif où je visualisais une scène et où je me disais tiens, ce serait marrant de mettre ça en image et de mettre ça en animation. Et en fait, j'ai fait plein de séquences différentes qui avaient des rapports assez ténus les unes avec les autres, voire très très ténus, puisqu'il y a certaines images qui sont terrestres et d'autres qui sont plutôt des histoires de planètes. Et en fait, je savais pas du tout où ça allait mener, en fait. Et j'ai fait ça sur des petites vignettes, j'ai tout mis côte à côte. Je regardais en me demandant dans quel ordre j'allais les mettre. Et puis il y en avait une avec un chat, et puis il y a un copain qui est passé derrière moi qui m'a dit « Ah ouais, et puis tu mets le chat à la fin », et en fait, le chat, il avait tout compris depuis le début. Et c'est seulement à ce moment-là, du coup, après avoir fait vraiment toutes les images du film, que je me suis dit ah ouais tiens, le chat, ça pourrait même faire une histoire qui relie en fait toutes les images les unes avec les autres, mais finalement l'histoire qui pourrait paraître le cœur et la base du film est arrivée vraiment comme le dernier élément. Et moi il y a un truc qui m'intéresse aussi dans ton processus, c'est ce fait que c'est un film, alors moi je trouve ça hyper rare, alors que c'est très intéressant, mais en animation on se permet peu de faire des films de paysage, et le fait que toi tu le fasses en plus en travaillant en tout petit, je me suis demandé comment était venu ce choix de travailler en tout petit pour après projeter ça, quand on le voit en salle, c'est hyper fort ce truc-là, cette sensation d'espace, de se promener dans plein de paysages. La question de l'échelle, c'est, je pense que c'est surtout parce que j'ai, comme tout le monde, je pense, une tendance à la précision, c'est-à-dire si je vais faire une image, je vais la faire le plus précis possible en fait. Si
si je me retiens pas. Donc sur des images finies, je peux me laisser aller à faire, à dessiner de façon plus libre. Mais en fait, je me suis dit, si je fais des centaines d'images comme ça, déjà, ça prend du temps de faire des centaines de grandes images, ça prend moins de temps de faire des petites. Mais en plus, il y aura toujours une erreur en fait, à laquelle je ne pourrais pas échapper à cause de la taille des images qui fait la taille d'une carte de visite, plus ou moins, et la taille du pinceau qui est, je sais pas, un pinceau moyen, un pinceau, quoi. Et... du coup, c'est une manière de faire venir l'erreur, parce que si j'avais fait en plus grand, me connaissant, j'aurais fait trop propre en fait. Et c'était surtout fuir ça. Tu parlais de George Fusgable, est-ce qu'à un moment donné, alors lui par contre il est très carré, très mathématique dans la manière de faire ses films, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit tiens là il y a un décor qui est comme ça, il y a un paysage qui est comme ça, puis là il y en a un autre, tiens géométriquement je vais jouer là-dessus, tiens il m'en manque un là, je vais en refaire un comme ça, de manière à avoir une espèce de forme globale dans le film ou pas? Je pense de façon intuitive, oui, mais pas genre... Non, j'ai l'impression que Fitzgibbon, il construit ses images d'une manière, oui, comme tu dis, mathématique. On voit des fois les schémas où en fait son animation est faite... c'est encore plus dur à expliquer sans les mains. Mais en fait, son animation est un travelling sur une grande feuille, sur plusieurs grandes feuilles, où il a des... Non mais c'est ça, dessiner des scènes et puis voilà quoi. C'est des schémas qui tiennent peut-être un peu de Escher dans la complexité de la construction et ça boucle. Il y a des personnages qui se déplacent en fait sur la feuille mais souvent en boucle. C'est des trucs hyper complexes et intelligents et autant je trouve ça super, autant je me sentais pas du tout de rentrer là-dedans. Non. Toi, c'est plus vraiment l'instinctif, tu faisais tes images. C'est quoi? C'est des images de voyage? C'est des images que tu as dans ta tête? C'est quoi tous ces paysages qu'on voit au fur et à mesure? Alors, pour les toutes premières images, on est au milieu de l'année, de la dernière année des Arts Déco et j'ai complètement bloqué sur un premier projet de film à laquelle j'arrive pas à donner de suite parce que j'essayé de me baser sur un texte et que je me sentais bloqué là-dedans. Et donc, je mets ça dans la poubelle. Et on avait une présentation à faire devant les profs. Alors, j'ai fait... j'ai juste essayé 2 trucs en animation. C'est une espèce de travelling où on essaye de suivre le soleil, où la caméra suit le soleil, en fait, couchant, mais de manière à ce qu'il ne se couche jamais. Et donc, on survole des montagnes, des mers, des océans, des villes, des trucs. Et j'avais fait un petit test de ça. En peinture aussi, j'avais déjà cette idée de faire de la peinture. Et la deuxième image qui est venue très tôt, c'était le soleil couchant sur la ville, où j'avais envie juste de dessiner les ombres qui progressent, qui recouvrent, qui engouffrent tout progressivement. Et du coup, je suis juste arrivé avec ces 2 trucs-là. Et c'est... Ouais, on dit, ok, cool, continue, tu sais. Et du coup... Continue. Ils t'ont pas dit tiens prends la lumière plutôt que le côté sombre ou quand sombre. Non, plutôt non ils ont dit que c'était une base suffisante en fait pour continuer et c'était en tout cas ça s'est avéré juste et après j'ai fait pareil des fois c'est basé plus sur une photo, des fois j'avais envie un peu de montrer quelque chose quand même. Les séquences avec le chat, j'avais envie d'être un tout petit peu narratif. Mais par exemple, la scène avec les tournesols, on voit des tournesols qui tournent leur tête pour suivre le soleil. Sauf qu'on voit pas le soleil, mais on les voit s'ouvrir, tourner la tête et se refermer. Et ça, c'est une photo sur laquelle j'étais tombé par hasard et qui avait vraiment une atmosphère étrange de nuit à peine tombée et les tournesols étaient d'une couleur très très vive par rapport à ça et en fait ça évoquait toute une ambiance que j'aimais beaucoup et qui me parlait et finalement c'est peut-être le truc qui a été le plus concret pour moi, c'est les ambiances des séquences. Pardon, après celle-là, j'arrête. Mais c'est ça, en fait, j'ai pas trop construit par narration, mais par ambiance que j'avais envie de
de transmettre des moments où on peut se sentir bien, où on peut se sentir un peu, je sais pas, particulier. Je sais pas ce que tu en penses, on peut peut-être rester sur chacun leur processus, ou toi tu avais une envie de faire quelque chose de plus horizontal sur le processus. Non, moi, comme j'avais une autre question après sur le travail, je me demandais si on restait et qu'ensuite on parlait sur Joséphine et Marin et qu'en fait on peut peut-être avoir les trois. Je sais pas ce que tu en penses. Moi j'avais une question, c'était, on n'aura pas le temps de tout faire, hein, c'est le rapport au temps qui est très fort dans ton film. Vient à quel moment du film? C'est à la fin, il y a la musique, toute la bande son qui vient en place. Et comment ça se met toi dans ta création en place? C'est une bonne question. Je l'ai pas. Enfin, c'était pas très conscient en fait. Moi, consciemment, ce que je voulais faire, c'était un film où il y a du personnage et où ça bouge. Du coup, c'est pas trop le résultat. Alors, ce qui s'est passé entre les deux, c'est dur de dire, mais j'ai eu une période de fascination pour des time-lapse. Et enfin, il y a des choses vraiment, vraiment fascinantes en fait, des gens qui vont poster, qui vont faire des time-lapse au pôle Nord ou je sais pas, ou au bord de la mer. Il y a vraiment plein de choses assez étonnantes. Ou à l'inverse, des images en caméra en slow motion où on peut vraiment voir le mouvement d'une autre manière. Je sais pas, c'est un peu une fascination pour ça qui a peut-être fait émerger certaines images, je pense. Et est-ce que l'expérimentation, en tout cas le jeu avec la mise en scène, on l'amène ailleurs? Il y a un film d'atelier qui s'appelle Un monde métissé, et c'est la première fois, je crois, on est sur un long travelling pendant tout le début. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant pour un film d'atelier d'avoir cette espèce de long travelling, tu fais ça, et là tu viens nous parler de ça. Est-ce que justement on peut amener dans d'autres choses qui sont des choses donc plus traditionnelles, on va dire un film d'atelier ou quoi, un plaisir de travailler un peu différemment les choses, les images? Le temps, en tout cas, oui. Après, pour ce film-là, en particulier d'atelier, c'est qu'on avait envie de mettre la musique, on avait envie de faire un truc qui rassemble les dessins de tous les enfants, et puis on avait fait un beau décor en quatre feuilles raisins qu'on avait envie de bien montrer dans le film. Du coup, je crois que l'intention artistique s'arrête là pour celui-là. Mais par contre, c'est vrai que je repense par exemple à des séquences comme dans Ghost in the Shell, il y a en plein milieu du film, il y a une sorte de coupure où on n'a plus que de la musique et on a des déplacements à travers la ville, et en fait on est perdu. On est en plein milieu d'un film narratif. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît Ghost in the Shell, mais du coup, ouais, en plein milieu. C'est un film de science-fiction, etc., avec des cyborgs, et au milieu du film, il y a une grosse coupure, comme un bridge dans une chanson, où tout d'un coup, il n'y a que la musique, et on a des images très très poétiques, très, principalement belles en fait. Je crois pas que ça raconte quelque chose de concret, même si des fois on a des visions fugaces des personnages qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Mais bon, en tout cas, ce truc-là m'avait pas mal marqué. Je trouve que c'était une manière intéressante un truc intéressant à faire. Qu'on retrouve d'ailleurs dans Ghost in the Shell, Innocence, la suite, toujours avec la musique de Kenji Kawai, où Oshii refait la même chose. Est-ce que tente un petit peu quand même, Jérémy Clapin, dans J'ai perdu mon corps en plein milieu de cette espèce de clip, ce qu'adorait faire le cinéma notamment, et ce qu'adore faire le cinéma de Hong Kong, notamment dans les années 80-90, de jouer là-dessus? Moi j'avais une petite question pour Joséphine et Anaïs. Comment est-ce qu'on fait à quel moment ça se passe de faire le choix de faire un film avec des images qui sont pas les vôtres à la base? Joséphine? C'était une question qui m'est... Alors, la question éthique du coup, plus de ça ou non? Non, plus... c'est juste que vous êtes dans des écoles où a priori l'idée c'est de produire ces images. En tout cas, l'idée de base, c'est ça, quoi. C'est d'être à l'origine, c'est de créer des images de toutes pièces. Et qu'est-ce qui motive ce choix? Après, vu que l'EMK part... Du coup, son nom, c'est un peu l'école des métiers. Du coup, je ne peux pas passer par ce raccourci-là. Mais du coup, pour moi, ça fait quand même partie du processus de se tenter là-dedans. Et plus dans le montage des images, du coup, qui ne sont pas forcément les miennes. Mais non, je ne me suis pas forcément plus posé la question. Je me suis justement plus posé la question du côté éthique, de prendre des radiographies de personnes que je ne connaissais pas, etc. Et donc, cette question s'est posée
pas mal de fois dans ma tête, donc j'ai vraiment essayé de flouter tous les noms, etc., sur chacune des radios, etc. Mais sinon, ouais, je sais pas, je me suis pas forcément posé cette question-là. Moi, la réponse, elle était d'abord narrative. Parce que le film parle de ce que nous impose la société, de ce que c'est qu'une fille bien aujourd'hui. Donc du coup, je suis allée chercher les filles bien dans les magazines. Sauf que très progressivement, j'ai arrêté de prendre des filles pour prendre des appartements bien, de prendre des appartements témoins, parce qu'au final, ça répondait beaucoup plus à ce que je voulais dire que ce que je trouvais. C'est pour ça qu'au final il n'y a plus de personnages dans ce film. Et après, la deuxième raison, elle est plus esthétique, c'est que j'aime beaucoup les images des autres, souvent plus que les miennes, c'est tout. Joséphine, c'est rigolo parce que quand, en effet, on peut le dire, je trouve que c'est une question que tu voulais poser, d'ailleurs tu peux la poser, Antoine. C'était sur la question, le fait que Joséphine, j'avais fait passer un petit... Oui, t'es venu à l'émission par une annonce qu'Alexis a fait... sur Facebook, en fait, comme ça. Non, en disant voilà, qu'on cherchait à avoir des étudiants ou étudiantes expérimentaux. Ma question, c'était qu'est-ce qui fait que tu as répondu à cet appel-là, pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans, dans cette définition-là? Déjà, tout d'abord, j'aime bien le challenge et j'ai jamais fait de radio. Et je pense que déjà, ça rejoint un peu le cinéma expérimental là-dedans. C'est un peu se challenger tout le temps. Et en plus, ça parlait de quelque chose que j'adore. Et donc, je peux pas forcément tout le temps en parler autour de moi ou j'ai pas forcément l'occasion d'exprimer ça. Et ouais, pour moi, c'est trop intéressant de venir ici et d'allier justement plein de challenges. Et voilà, un moment assez enrichissant, quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'idée de quand tu as vu expérimental, tu t'es dit tiens, c'était pas que le mot en lui-même, c'était aussi de se dire, de se confronter, d'avoir... Il y a toujours d'autres invités, etc. C'est de pouvoir aussi te jauger, toi en tant que créatrice, à un moment donné. Jauger, pas dans le sens évidemment bien ou pas bien, mais juste tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, exactement. Puis justement, c'est une question même qu'on se pose encore maintenant autour de cette table. C'est qu'est-ce que le cinéma expérimental et comment on le définit, etc. Et c'est vrai que... c'est toujours compliqué de se mettre dans une case parce que je vais pas dire mon cinéma il est ci ou ça, parce que déjà je pense que je suis trop jeune pour dire ça, et même j'aurais même pas envie qu'à 80 ans je me dise mon cinéma il est ci ou ça. Donc j'ai envie que ce soit quelque chose qui évolue constamment, mais du coup c'est ça en fait, le problème c'est de mettre toujours des étiquettes, mais en même temps je me suis un peu reconnue là-dedans parce que je dois le définir comme ça par rapport à tout ce qui m'entoure en fait. Et tu disais, il y a l'idée du challenge là dans le fait de venir. Est-ce que dans ton travail, il y a, du coup, quand tu commences un film, tu te mets des règles, je sais pas, tu te poses un défi avant le film? Non, ça va être plus le challenge, il va être plus justement sur l'aléatoire et ce qui va venir à moi, parce qu'en fait de base le film que j'ai fait il n'y avait pas censé avoir des radiographies dedans, c'est-à-dire que le projet était déjà commencé avec de l'anime tradi et de l'anime sous banc-titre avec de l'encre, mais en fait j'étais chez moi et j'étais sur Facebook, encore une fois Facebook m'apporte beaucoup de choses dans ma vie, et en fait une personne qui mettait en vente 5 kilos de radiographie sur Facebook, enfin sur le groupe du Campus Images. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire avec ça. Et je me suis dit, il y a vraiment matière, 5 kilos de radiographie, il y a matière à pouvoir faire des films avec. Et du coup, j'y suis allée et en fait, ça s'est transformé dans mon film, quoi. Mais du coup, le challenge, il vient plus pendant le film. Et comment ça se passe du coup? Tu récupères ces radios et qu'est-ce que tu en fais après? Vraiment, en 5 minutes, j'étais chez lui, ça n'avait vraiment pas de sens cette situation. Et surtout que je lui ai demandé, mais en fait, elles viennent d'où? Parce que c'était un peu étrange, quoi. Et en fait, lui-même avait fait des projets artistiques avant qui malheureusement n'avaient pas trop fonctionné pour lui. Et en fait, au fur et à mesure des années, à travers les brocantes, etc., il en a récupéré. Et du coup, je sais plus c'était quoi. Non, tu récupères après tu récupères cette matière et comment tu t'es mis à procéder avec Alors c'était du coup un gros bazar dans mon appartement avec plein de radios par terre où j'ai vu un peu toutes les matières que j'avais, et en fait vu qu'il y avait vraiment des radios de tout, quoi, de crâne, de main, etc., en fait je me suis dit mais
il y a vraiment moyen de créer un mouvement avec ça. Et en fait, maintenant quand je regarde le film, il y a encore, je pense qu'on est hyper critique avec soi-même, mais il y a toujours des trucs, on dirait j'aurais fait mieux, etc. Mais je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire là-dedans, quelque chose pour s'amuser déjà et expérimenter ce médium que j'aurais jamais cru expérimenter, quoi. Et donc, 1h43 après les bonnes émissions, on commence à se dire que peut-être, en tout cas dans l'animation, expérimenter, c'est juste prendre des matières, jouer avec. Et quand je dis juste, c'est pas vrai, parce qu'après vous faites les films que vous faites. Mais en tout cas, voilà, à un moment donné, il y a ça. Et qui est intéressant, parce qu'on pourrait vraiment se poser la question d'ailleurs de... Je serais très content, évidemment, c'est quand Sébastien sera là, de parler d'expérimental. C'est à partir de quel moment, aujourd'hui, on est encore dans l'expérimentation, dans le sens où on peut regarder plein de choses et se dire, oui, mais ça, c'est déjà pas vu, parce qu'on s'en fout, mais ça, j'ai déjà vu là, j'ai déjà vu là, j'ai déjà vu là, et que donc finalement, c'est évidemment qui vous êtes, et le fait que vous travaillez avec toutes ces matières, que vous mélangez, que vous triturez, etc., pour en faire finalement quelque chose de personnel marin. Oui, d'ailleurs, là-dessus, c'est vrai pour des objets matériels qu'on trouve par accident, par hasard, comme toi. J'en discutais avec Guillaume Vallée, qui est un réalisateur canadien qui fait beaucoup de films dessinés peints sur pellicule, et il me disait, voilà, ça dépend. Si je fais avec du found footage, ça dépend de ce que je vais trouver et de à quel prix ça sera vendu par telle école, tel hôpital, tel truc, etc. Et donc c'est intéressant, ce truc qui existe depuis longtemps. Enfin, c'est Guy Debord, le détournement, la réappropriation, c'est pas nouveau, voilà. Mais c'est qu'est-ce que j'ai sous la main, qu'est-ce que je trouve par hasard ou parce que je le cherche, et avec ce matériau-là, je vais faire un film. C'est vrai pour des objets matériels physiques, c'est vrai aussi pour des images qu'on a trouvées à la télévision, sur Internet, n'importe quoi. Mara, peut-être la dernière, je sais pas Antoine, question, parce qu'on va devoir avancer un tout petit peu aussi dans ce qu'il va y avoir après, puis faire une coupure musicale, parce qu'on parle depuis un bout de temps, et c'est voilà. Ce qui est intéressant, c'est que toi, j'ai l'impression, si on regarde, en tout cas je t'entends parler, je connais évidemment ton film, je t'ai déjà entendu parler un peu avant. Je dis pas que c'est l'inverse forcément de tous les gens qu'on a autour de la table, mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion. Et encore une fois, les gens qui sont autour de la table, je dis pas que vous n'avez pas de réflexion, bien au contraire derrière, mais on sent l'instinct quand même dans ce que vous dites. C'est à ce moment où, tiens, j'ai plus envie de raconter avec des femmes, mais ça va être des maisons qui vont raconter. Tiens, il y a des radios. Tiens, finalement, je vais prendre des couchers de soleil, etc. Et toi, on a l'impression qu'il y a un discours qui est là, assez présent depuis le début et qui se met en place. Pour finir, on n'a pas beaucoup de temps, mais en 2-3 minutes, c'est quoi ton processus créatif pour faire un film, par exemple, comme Template Message ? Ce film-là, il était parti de questionnements très généraux sur l'animation, de la nature de la fixité, de la nature du mouvement, de la différence entre une image fixe et une image animée, et surtout du rapport qu'entretiennent les images animées contemporaines, c'est-à-dire animation, jeux vidéo, GIF animé aussi, la façon dont on se les échange, parce que c'est un matériau d'échange d'image et de communication aujourd'hui, plus que n'importe quand auparavant. Et donc le rapport que ces images-là entretiennent avec l'image fixe entre guillemets, qui est une définition évidemment négative par rapport à l'image animée, image peinte, image reproduite mécaniquement par l'impression, etc. dans la longue histoire. Et donc il y avait ce questionnement théorique très général, très justement de prof entre guillemets, voilà. Mais par-dessus, ce que j'avais envie, et là je pense que c'est exactement comme les autres, c'est de pratiquer une espèce de cuisine personnelle d'effets visuels que j'avais envie de mettre dans le film, disons. Et il y a un autre aspect d'ailleurs dont on parle en fait, on n'a pas dit le mot, mais c'était le cas je pense avec Simon, et ces images, ces vignettes qu'il met comme ça, il choisit, etc. C'est arriver à échapper, aussi parce qu'on fait les films tout seul ou en très petite équipe, arriver à échapper à une espèce de planification, de programmation hyper stricte de ce que va être le film, de ce que vont être les formes du film, et donc d'une certaine manière à improviser, dans les limites de ce que ça veut dire pour le cinéma évidemment, c'est pas comme le jazz ou le free jazz, voilà, mais enfin, il y a quand même cette idée de arriver à improviser. Et moi, je suis parti d'images qui étaient des images fixes, des gravures. Il y avait Le Songe de Polyphile, qui est un livre de la Renaissance, début de la Renaissance, si je ne me trompe pas. Des films d'animation très classiques comme ceux de Tex Avery, Ben Sharpstein, etc. Et j'ai fait un film à partir de ces images en les redessinant à chaque fois. Donc il y avait une dimension d'analyse du mouvement et d'exercice pour un animateur qui est je regarde image par image un film de Tex Avery et c'est instructif. Et il y avait aussi je transforme ces images fixes en créant des faux fixes, donc de la vibration, en images animées et je mets tout ça dans le film. Donc il y avait une part quand même d'improvisation et d'intuition qui partait de réflexion. Et finalement, après avoir fait le film, la réflexion que j'ai sur les images ou les propos que j'ai sur les images se sont construits a posteriori. Mais enfin voilà, disons qu'il y avait une dimension effectivement réflexive au début et qui s'est trouvée, clarifiée peut-être à la fin ou prolongée à la fin, quoi. Est-ce qu'il y a un côté aussi, et là je me fais détester par Antoine pour sa première, je l'embête, quand on regarde, je sais pas si je crois que tu as réalisé tout seul Zambo Zambo.
Qui vient avant. Si tu l'avais fait tout seul. C'était Est-ce qu'il y a une part aussi très importante d'un côté, parce qu'on en a parlé un peu au début, d'un côté ludique dans ton travail, quoi, un plaisir aussi. Oui, complètement. Mais c'est ce qu'avait dit Simon, et je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais ça, pour moi, c'est très important. Et d'ailleurs, on parlait d'improvisation, et ça fait des années que je pratique l'improvisation théâtrale, le match d'improvisation, qui est une forme qui vient du Canada, terre d'élection de l'animation, comme on sait, entre autres. Enfin, voilà. Et l'improvisation, c'est une discipline artistique théâtrale dans laquelle on communique le plaisir et les difficultés aussi qu'on a à raconter une histoire et à jouer avec les autres. Donc les spectateurs voient l'image qu'on raconte, mais ils voient aussi des comédiens essayer de raconter un truc ensemble et s'amuser, et trouver des solutions, etc. et s'amuser. Et moi, c'est vrai que je tenais à ce qu'en voyant mon film, on sente que je me suis amusé et partagé cet amusement, là où je pense... Enfin, disons que j'ai été heureux en faisant ce film. Et je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs, techniciens, etc., qui, je dirais pas, sont malheureux quand ils travaillent sur les films, mais... Peut-être si, d'une certaine manière. Voilà. Je ne sais pas si ça se sent quand on voit leur film, mais c'est quand même important, cet aspect-là, de communiquer ce plaisir qui est dans l'improvisation, qui est dans l'intuition, qui est dans le lâcher-prise, même si ça reste de l'animation, donc un truc très orchestré, très paramétré, très fabriqué, même informatiquement. Voilà, donc du plaisir, il faut du plaisir. Voilà. Pardon, dans tous les arts, j'ai l'impression que... Enfin, je pense que ça dépend vraiment des gens, mais moi, je me sens attiré vers les œuvres où on a l'impression que la personne s'est fait plaisir en le faisant. Bon, évidemment, ouais, on pense à la musique, le théâtre, le cinéma, enfin, bref, je vais pas citer tous les arts, mais je trouve que cette idée est assez forte et on n'y pense pas forcément en premier lieu quand on juge, quand on évalue des œuvres. Et du coup, il y a aussi quelque chose peut-être de personnel, parce que ce qui va amuser quelqu'un va pas amuser l'autre personne, et enfin, il peut y avoir des amusements très intellectuels, au contraire très sensitifs, physiques, etc. Et du coup, c'est la variété des goûts et des couleurs. Après, je peux juste faire un toute petite aparté, justement, précisément sur l'animation. Je pense que dans la mesure, ça dépend de la technique évidemment, mais dans de l'animation 2D traditionnelle, il y a un besoin de dessiner beaucoup d'images et de les redessiner beaucoup. Et là, il y a quelque chose de laborieux, de difficile, d'ingrat. Et justement, moi, c'est quelque chose auquel je tenais dans le film et qui, je trouve, il faut mettre en valeur, c'est comment on arrive à retrouver du plaisir à faire ça, là où c'est d'habitude une espèce de cuisine et de travail obscur, invisibilisé par le film à la fin, alors que c'est intéressant, ce processus de travail, et aussi dans ce qu'il a de déplaisant et de difficile, quoi, et de très long. Ce qui est intéressant, c'est en effet cette question. Peter Millard, encore une fois, on a un bon exemple de fameuse sincérité. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très, très, très sincère. Mais évidemment, quand on va dans les festivals d'anime, on me dit oh là là, mais il se fout de la gueule du monde, c'est pas possible. Et je pense qu'il se fout pas il se fout de la gueule de qu'est-ce qu'on est dans une salle de cinéma, pourquoi on l'est, comment, et de notre rapport nous à l'écran, et ce qu'on veut sur un écran. Et je pense que c'est voilà, il est plus. Et en plus, tu parles de sincérité, je pense qu'il est comme ça. J'espère qu'un jour on l'aura comme en fait, ça. on a l'impression de rencontrer quelqu'un. C'est ça, c'est un vrai personnage comme ça. Et je pense qu'on a notre thématique qui serait la plus belle thématique, qui est un peu mon rêve, mais on a improvisation et animation, est-ce possible un jour? Et voilà, on espère qu'on y arrivera un jour. Ça peut être une quatrième émission. En tout cas, moi je suis très content qu'on finisse sur cette idée, parce que c'était plus ou moins lancé dans l'intro. Je pense pas qu'on est en 51. Je suis pas tant qu'on est. Oui, mais faire une pause musicale n'a pas grand intérêt, puisque les gens nous ont entendus pendant 1h40. Ils peuvent encore nous entendre. On est d'accord, Antoine. Donc on laisse la parole à Pascal pour. Un petit mot sur Millième Actress. Ouais. Allons-y. Parce qu'il faut aller voir. Il reste encore dans quelques salles. Allez voir Millième Actress. C'est le meilleur film de Kon Satoshi, selon Alexis Huneau. Donc vous en faites ce que vous voulez. Oui. Voilà, c'est un film absolument sublime si vous aimez le cinéma japonais. Allez-y. Pascal, tu voulais nous dire un petit mot donc sur Millième Actress. Oui, alors oui, c'est une. Moi, je peux dire aussi que c'est celui que je préfère. C'est le seul que j'ai vu en fait. Mais c'est vraiment magnifique. En fait, c'est un voyage dans l'histoire du cinéma japonais et donc ce film a été restauré qui était rare, on ne le voyait plus, il n'était pas montré, et on espère le voir sortir enfin en Blu-ray. Et c'est l'histoire d'une actrice en fait qui est désormais âgée, qui a quitté le milieu du cinéma pour des raisons un peu mystérieuses. Alors elle est retrouvée par un réalisateur qui va faire un documentaire sur sa vie et sa carrière. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est la manière dont il est écrit, dont il est mis en scène. Satoshi Kon mêle des souvenirs réels, des souvenirs fabriqués par le temps qui s'est passé, qui a influé sur la mémoire. Et donc, il joue avec comment ces souvenirs réels et fabriqués s'imbriquent avec les films qui ont été tournés par cette actrice. Donc, on voit des reconstitutions
de divers films de tout genre, drame en costume, science-fiction. Et il y a même un hommage très appuyé au Château de l'Araignée de Kurosawa qui est vraiment magnifique. Et ce qui est aussi assez mystérieux et étrange dans le film, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus du tout ce qui est réel, ce qui est inventé. Les personnages eux-mêmes ont soit oublié, soit transformé la réalité avec le temps. Et donc, ils sont perdus, nous sommes perdus avec eux. Et donc, dans la façon dont on remonte ces souvenirs, il y a un mouvement constant. Et ce mouvement est encore plus appuyé vers la fin quand je sais pas si je peux, quand le personnage féminin, donc cette actrice, commence à remonter dans sa mémoire à travers les films, à travers les tournages auxquels on a assisté juste avant. Donc on revoit ces images, elle remonte le temps. Elle remonte le temps en retraversant son passé, c'est tous les films auxquels elle a participé. Et c'est la destination, on la sent venir, ce qui crée à la fois un climat mélancolique, mais aussi une énergie. En fait, cette remontée dans le temps crée une sorte de dichotomie entre cette mélancolie, cette tristesse et voilà, une dimension fantastique parce qu'on remonte dans le temps, on est perdu dans des pensées et voilà, je trouve ça assez beau. Le film donc, est encore en salle d'ici mardi par exemple, il sera au Méliès demain, donc si quelqu'un est à Montreuil et peut tenter l'expérience, on le verra à 11h15. Puis la grève allait à Montreuil. Voilà. Allez-y, c'est un film absolument sublime de Kon Satoshi qui en effet n'est jamais sorti en salle à l'époque. C'est exactement tout ce que vient de dire Pascal. C'est incroyable, c'est l'un des plus beaux films d'amour au monde, parce que c'est quand même une femme, et quand j'ai d'amour dans le sens évidemment global du mot amour, c'est une femme qui va avoir cet homme passé à un moment donné qui va dire je vais faire du cinéma pour peut-être que si un jour il doit me retrouver, il sait où je suis. Donc aussi quand je dis amour, c'est amour à l'image, amour mais à la belle image, on va dire à une image. Donc c'est extraordinaire. Ouais. C'est deux histoires d'amour sublimes et non partagées, mais qui ont enrichi chacun. Et regardez, parce qu'en fait c'est beaucoup tiré d'une actrice absolument incroyable qui s'appelle Setsuko Hara, qui est l'actrice d'Ozu, qui s'est arrêtée au moment où Ozu a arrêté de faire des films. Elle s'est arrêtée aussi et qui s'est mise au retrait du monde et qui a décidé que plus personne ne la verrait plus jamais. Et c'est une actrice, revoyez ne serait-ce que Voyage à Tokyo, qui est absolument juste bouleversante, ne serait-ce que quand on la regarde, elle est absolument sublime. Pour continuer avec les recommandations de fin d'émission, juste on vous signale 2 rendez-vous alors qui sont à Paris, qui sont le jeudi 20 février à 19h, Théodore Huchef vient présenter au Forum des Images son dernier film Physique de la tristesse. Voilà, dans les rencontres tout anime dont on parlait tout à l'heure, au cours desquelles Boris Labbé est venu présenter son travail. Et extraordinaire, excuse-moi Antoine, parce qu'on ne l'a pas mis sur ce qu'on devait dire, mais l'extraordinaire, c'est qu'Isabelle Vanini, c'est pour ça qu'on remercie des gens qui font aussi le passage. Les artistes, évidemment, sont importants, c'est vrai que les gens qui font le passage, on va avoir la personne qui fait le chara-design, moi ça ne m'intéresse pas, mais je trouve ça passionnant, Spider-Man, Spider-Verse, et après, un spécial cinéma albanais. Je trouve ça génial de passer de Boris Labbé, Théodore Huchef, Spider-Man, Spider-Verse à du cinéma aussi albanais qu'on connaît quasiment pas. Qui est quasi... Enfin, ça sera certainement dans les premières diffusions françaises des films qui seront présentés ce soir-là. Donc, et qu'on risque de ne plus voir après, malheureusement. Et 2 autres séances qui sont le lundi 24 à la Cinémathèque. C'est des... T'entends, Francis, on parle de tes séances. Ce qui bouge partout là pour sa prochaine émission. Mais donc le cinéma d'animation dans tous ses états, une première projection de courts-métrages avec des films magnifiques et des films que moi j'ai très envie de voir, que j'ai pas forcément encore vu, et une deuxième séance reprise du prix André Martin avec le merveilleux film de Florentine Grelier, Mon Jukebox, et le long-métrage Le procès contre Mandela et les autres. Donc c'est à la Cinémathèque le 24 février à partir de 19h. C'est presque trop bien, on avance. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un petit générique, si on peut, qui fait 1:50, je crois. Alors juste, c'est le tout dernier. Ouais, on va avant. Non, c'est pas grave.
On va essayer. Non, Ok. juste, je trouve que c'est bien. On va remercier. Merci beaucoup, Joséphine. Tu peux, si tu veux, Antoine, mais en tout cas, voilà, d'être venu d'Angoulême. Merci à vous. Oui, c'est très Vraiment, gentil, merci c'est très cool de infiniment donner de la nous parole. voir. Merci parce que je voulais te le dire, parce que c'est vrai que j'ai passé cette petite annonce. On va chercher et vous n'êtes pas suffisamment à parler. Je pense que Bulle de Rêve est là uniquement pour ça. C'est pas pour nous. C'est pour d'un seul coup que ça puisse être gravé, ça puisse être transféré et qu'ensuite des gens puissent les écouter et que d'un seul coup qu'on puisse avoir vos parole à vous, créateurs, créatrices, producteurs, etc., etc., mais en tout cas de pouvoir parler par rapport à ça. Donc je voulais Merci vraiment beaucoup. merci beaucoup, merci. Et juste, Antoine, si tu me permets, profitez-en, regardez. Je vous le répète tout le temps, mais l'animation, par exemple, là, je vous ai dit, les films des Césars sont en ligne. Il y a plein de choses. C'est mieux de les voir au cinéma. Les films sont faits pour être vus au cinéma. Sincèrement, ceux qui n'ont pas vu, même si la qualité n'était pas géniale, les passages au Piaf, fallait mieux les voir au Piaf, voir passage que sur petit écran. Mais c'est pas grave. Profitez de ces choses-là et regardez. C'est vrai que on a une chance incroyable aujourd'hui dans le monde de l'image par image, aussi globale qu'elle soit, c'est de pouvoir se nourrir énormément des choses qu'on va trouver. Et voilà, tu me parlais Et on tout à mettra l'heure. en ligne d'ailleurs les films Complètement. voilà, Et- des personnes présentes aujourd'hui. Et on espère, même si aujourd'hui elle a été absente, elle fait un travail qui est assez passionnant. Donc on voir, espère vraiment qu'un jour on pourra avoir Zenzen Ran justement avec nous. Et en tout cas, même si elle n'est pas venue là, c'est pas très grave. On espère qu'en tout cas tout va bien et que surtout, n'hésitez pas à regarder son travail, qui est notamment, et on pourrait parler d'expérimentation sur l'engagement, puisque c'est quelqu'un qui est très engagé. Et en tout cas, on a l'impression de voir ça. Il est 59. Il y a Francis Gavel qui fait plein de trucs derrière. Et donc merci à tout le monde. Merci à vous beaucoup. de nous Merci avoir à invités. Merci.